Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bienvenue ce soir sur Geeks League numéro 75, c'est le podcast belge, c'est le dernier podcast belge et c'est surtout le podcast qui parle d'actu-tech et surtout de culture geek. Bonsoir à tous, bienvenue. Le dernier podcast belge. Tout simplement, oui, bienvenue. S'il n'en reste qu'un, nous serons celui-là. Ah, alors ce okay. soir au sommaire, comment s'organiser pour suivre toutes ces séries automatiquement. Ensuite, nous allons parler du jeu Dungeon Lord et du jeu Mirms, du jeu de société, je rappelle bien. Ensuite, nous allons parler de Pay In et Pay Off, qui est un programme de scénarisation pour des vidéos. Ce n'est pas un programme de scénarisation pour les vidéos, non, c'est une technique scénaristique. C'est une technique scénaristique. Ensuite, le test du tout nouveau Need for Speed Rival, qu'on vient de recevoir dans les studios de Geeks League. Et pour finir, la nouvelle rubrique Plaid et couverture, où nous allons parler de l'histoire de Durotan, le père de Thrall. Allez, il est temps pour moi de présenter mes chroniqueurs. Alors, ici dans les studios, nous avons Calvin. Bonsoir Calvin. Bonsoir. Alors Calvin, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours? Alors, qu'est-ce que j'ai fait de geek ces 5 derniers jours? Ton micro. Ah oui, pardon. Du montage vidéo, encore du montage vidéo. Et je me suis plongé dans un merveilleux magazine que j'arrête pas de bouquiner en ce moment. Je vous en parle mon coup de cœur juste après. Ça s'appelle Guerre et Histoire. Voilà. T'as le numéro spécial nazi ou... Non, pas spécial nazi, mais spécial Stalingrad et spécial Barbarossa. Donc en fait, un spécial Russie-Allemagne, quoi. D'accord. Nous avons Titi. Ah, sympa. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours? Bah, ça n'a pas changé. Je joue toujours autant à Dofus. Et sinon, j'ai découvert pas mal de jeux de société ces derniers temps, 2-3. Et je me remets aux jeux de société. Voilà. Quel niveau t'as sur Dofus? 155, je suis très heureux. Voilà. Dis-moi. Je vais faire un montage après dans Geeks League où tu dis chaque fois les niveaux. L'évolution. 155, 146. Et le collègue, il était à combien encore? Ah, le collègue, il est 199. Et ah, maintenant, oui, il est à 22% du level 200. Oh, le bourrin. Il progresse bien. Alors, sur Skype, nous avons Méo. Bonsoir Méo. Et bonsoir. Alors, parle un petit peu moins fort, Méo, peut-être. D'accord. Et bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as fait de geek ces 15 derniers jours? Beaucoup de choses. J'ai joué à WoW, j'ai joué à StarCraft, j'ai suivi la BlizzCon, et j'ai lu Fable, qui est un comic, qui est excellent. Et depuis hier, je joue à Need for Speed Rivals, qui est un excellent jeu. Merci. Et nous avons Grumpy. Bonsoir Grumpy. Salut. Alors Grumpy, qu'est-ce que ça fait de geek ces 15 derniers jours? Du jeu de rôle et pas mal de chipotage sur PC. Nickel. Bon, on va y aller, hein. Maintenant on va vraiment y aller, c'est vraiment le son. Parti. On va commencer par la première rubrique. Allez, c'est parti. S'organiser pour suivre ces séries automatiquement. Avant de commencer, je tiens à mettre certaines choses au clair. Certaines séries ou émissions sont librement ou gratuitement téléchargeables. Dans ce cas, aucun problème. Et puis, si jamais c'est pas légal, vous êtes tenu responsable de vos actes et tant pis pour votre gueule. Et puis, il y a un côté aussi éthique. Si vous téléchargez des vidéos, des émissions ou autres, si vous les achetez pas après, que ce soit en vidéo à la demande ou en DVD, il faudra pas vous étonner qu'il n'y a plus que de la merde. Voilà. Comme ça c'est dit, on peut commencer. Ça vous calme, hein? Ça vous calme. Allez, prenez Ça, c'est fait, voilà. T'as cassé l'ambiance. Donc, le sujet, c'est quoi? C'est comment automatiser le téléchargement de ses émissions et séries préférées. J'aurais pu faire court et m'arrêter ici en disant avec talent et maîtrise, et puis partir. Ça ferait une super rubrique, ça, tu vois. Avec talent Ça, et c'est la maîtrise. rubrique. Merci d'être venu. La rubrique comment faire court. Mais, je vais quand même vous donner plus d'infos. Donc, la plupart des outils que je vais vous présenter, parce que je vais vous présenter toute une série d'outils très vaguement, parce que chaque outil, je pourrais faire 3 ou 4 heures dessus si je voulais. Ouais, tu donnes un aperçu et après on Donc, se débrouille. je vais vous présenter des outils qui sont tous ou presque open source, la plupart écrits en Python, pour ceux qui veulent aller chipoter dedans, et sont tous multiplateformes, donc Linux, Mac ou Windows, il n'y a aucun problème. Et il y en a plusieurs qui sont disponibles pour vos NAS, pour ceux qui ont des NAS. Donc pour rappel, un NAS, c'est on va dire un espèce de disque dur réseau sur lequel tourne un mini OS et sur lequel vous pouvez souvent installer des petits programmes sympas, dont ceux que je vais vous présenter. Donc avant tout, pour le traitement automatique de vos séries et les avoirs automatiques, il y a une partie téléchargement. Donc pour ça, il y a
principalement deux protocoles qui sont utilisés, c'est les newsgroups et le torrent. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est le newsgroup et les torrents? Les torrents, c'est une race que tu peux jouer dans WoW. Ouais, c'est presque ça. Rien, ça, je vois. Bon, rappelle rapidement les deux, tiens. Ok. Donc, Le torrent, c'est du personne à personne, c'est ça? voilà, c'est du peer-to-peer. C'est du Donc, en fait, peer-to-peer. tu partages des morceaux de fichiers et c'est échangé avec la personne qui est le plus proche de toi, en fait, en termes de réseau. Et tout le monde peut échanger. Donc, c'est un protocole décentralisé, ce qui permet de télécharger plus vite un gros fichier plutôt que de tous se concentrer sur un seul endroit. Et le newsgroup, en fait, c'est tout simplement un échange par mail, à peu de choses près. Sauf que au lieu d'échanger des mails, c'est des bouts de fichiers qui sont échangés dessus. Mais à la base, ça sert de forum de discussion, des newsgroups. À la base, c'est vraiment pour discuter. Et puis, ça a été dérivé en possibilité de télécharger. Pirate. Comme Dawn Paradise, par exemple. Comme plein d'endroits. Alors, donc ça, Ah oui, on peut pas dire de marque. c'était pour présenter en fait les deux Les mecs qui ont protocoles. 4000 canettes de Jupiler sur leur table qui disent ça. Et donc, pour ces deux protocoles, il y a toutes sortes d'outils. Par exemple, pour Torrent, il y a Transmission ou Déluge, qui sont deux outils où tu mets un torrent et ça le télécharge, ou encore MicroTorrent. En cherchant sur votre ami Google, vous devez trouver assez facilement, parce que c'est des outils assez connus. Et pour les newsgroups, si vous avez un NAS, je vous conseille SAB NZBD. Je mets le lien à chaque fois dans la chatroom, qui est un outil où en gros vous mettez votre fichier NZB, parce que quand on télécharge via des newsgroups, on reçoit des fichiers NZB. Et lui va aller télécharger, faire tout le micmac, réassembler les fichiers et vous délivrer le fichier téléchargé avec passion. Donc ça, c'était pour les outils de download. Avec ça, vous pouvez déjà commencer à aller chercher sur divers moteurs de recherche dédiés soit au newsgroup, soit au torrent, tels que Pirate Bay par exemple pour les torrents, ou Bean Search pour les newsgroups. Alors, ça c'est bien pour commencer, ça vous permet de télécharger des choses légales comme illégales, vous avez le choix. Hein. Et, dans tout ce que je vais citer, il y a toujours des possibilités légales comme illégales. Donc ça c'est votre choix à vous. Et ça n'engage que nous. Voilà. Donc, maintenant, pour on va citer, je veux dire, les outils pour les séries, puisque c'est le but de l'émission, enfin du chat, enfin du podcast, pardon. Je suis un peu fatigué. Hein. Donc, Non, c'est bien clair, c'est bien. Pour vos séries ou vos émissions, il y a un outil qui s'appelle Sickbird, ou Bar Malade en français. C'est un outil torrent, un outil qui va aller chercher soit sur des torrents, soit sur des newsgroups, après toute une série de séries que vous aurez programmées. Donc, si je comprends bien, en fait, ce programme-là, tu avais dit il y a les torrents et là il y a les newsgroups. Tu prends ce programme-là, tu tapes les séries que tu veux et fais tout le boulot à ta place dans les deux solutions proposées avant. Donc en gros, tu vas programmer, c'est via une interface web, hein, quand tu l'installes, tu as un serveur web local qui se lance, dans lequel tu dis, je veux, par exemple, Marvel Agent of Shield, qui est une des dernières séries qui est sortie aux États-Unis, qui n'est pas disponible en Europe, et tu as absolument envie de la voir. Même si tu voulais payer, tu pourrais pas la voir en Europe. Donc, que tu te dis, je vais par l'illégalité, puisque même en voulant payer 10 000 euros, je ne saurais pas. Pas ta faute. Voilà. T'as beau essayer de faire tout ce que tu veux, tu peux pas. Donc, tu vas chercher là-dedans, tu as un moteur de recherche qui va chercher partout, où tu trouves des outils de configuration pour, mais sinon tu as un petit moteur de recherche, tu tapes le nom de la série, te propose toute une série de titres,
terrible. Tu ça, coches, un Google tu de fais suivant, téléchargement. tu dis je veux que ça aille dans tel endroit, tu fais suivant, et voilà, c'est tout à ajouter une série à ton moteur de téléchargement automatique. Je trouve ça Et génial, Les en torrents, fait. c'est pareil, quoi. Ah oui, c'est mais le non, système. mais ça, lui, après, tu le configures Seekbird pour aller soit chercher sur des newsgroups, soit chercher sur des terrains, soit sur les deux. Je veux dire, En, ouais. en vous disant, Et- je préfère tel moteur, je préfère tel autre moteur. Est-ce qu'il y a et une lui option va- légal, illégal Crawler comme un moteur de Non, t'es recherche censé savoir. régulièrement sur ces sites pour avoir les dernières versions. Et dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, ou une nouvelle émission qui sort, Ah, eh ben, ouais. il va te le mettre en download automatique. Ah, ça, c'est Oui, j'allais sympa, dire, ouais. est-ce que ça download automatiquement? La réponse est oui. Voilà. Ah, c'est Donc, pas mal. en fait, vraiment chouette. ça, l'outil en lui-même ne download pas tout seul. Il faut le coupler à des outils comme Deluge, SatNBZ ou d'autres. Mais ça, quand on va sur le site de Seekbird, il vous explique clairement. La démarche à suivre. si Voilà. vous voulez le faire. C'est très simple. Hein. Je veux dire, tu fais clic-clic à peu de choses près. Hein. Super Donc, sympa. Et pour avec les- ça, ben, vous avez vos séries qui vont être mises en download automatique. Vous avez les téléchargements automatiques et il y a même moyen de faire en sorte que ça se renomme automatiquement. Super. Alors là, ben, vous avez votre série, votre émission, c'est très bien, mais si c'est en chinois, en espagnol, en anglais, en italien, en C'est la klingon, question que j'allais poser. ben, ouais. vous avez besoin d'un Euh, sous-titre. Et donc, il y a des outils qui vont chercher vos sous-titres à votre place. Alors, dans les outils, j'en ai retenu deux, parce qu'il y en a beaucoup. D'abord un plugin pour VLC, qui s'appelle VLC Sub. Ouais, ça, Je vous mets le lien dans la chatroom. Et donc ça, c'est quand vous lancez VLC, il vous propose d'aller chercher le sous-titre à votre place. Et un autre qui s'appelle Subliminal, qui est un outil aussi écrit en Python, qui se lance. Là, par contre, c'est en ligne de commande. Maintenant, il existe des interfaces graphiques que je ne connais pas parce que moi, je passe via mon NAS pour le faire, mais où en gros, ben voilà, vous dites c'est telle série et lui, il va essayer de chercher les sous-titres appropriés dans la langue que vous désirez. Sur tous les sites bien connus comme Open Subtitle, Addicted et compagnie. Donc avec ça, vous avez vos émissions, vous téléchargez automatiquement et sans vous en inquiéter toutes vos séries. Vous avez les sous-titres qui viennent automatiquement et vous n'avez plus qu'à profiter. Vraiment sympa. Et donc, c'est quoi le lien que t'as mis, enfin, parce que t'en as mis deux là, addons, Oui. .visual. Alors, le premier c'est VLC Sub, qui est un plugin VLC pour aller chercher les sous-titres automatiquement. Et le deuxième, c'est Subliminal. Alors, Subliminal, en fait, il y a juste un repository Git dans lequel il vous explique comment aller chercher, installer le truc normalement. Mais sinon, vous cherchez O2 install Subliminal et on va vous donner toute l'info qu'il faut. Parce que tout ça, c'est des programmes connus. Enfin, quand vous cherchez un petit peu sur le web, vous allez les trouver assez facilement. Donc vous allez avoir plein de tutos pour savoir comment les installer, comment les configurer, comment optimiser le tout. Enfin voilà, c'est vraiment des outils assez connus. Et il y a encore un outil, mais que je n'ai pas encore testé, qui est un peu comme Seekbird, sauf que lui, il fait du téléchargement aussi. C'est FlexGet. Et FlexGet, en fait, là par contre, c'est une interface graphique. Ça peut aussi tourner en background. Et c'est toute une série de configurations à faire. Vous précisez où vous voulez aller chercher. Là, il n'y a pas de moteur de recherche intégré par défaut. C'est à vous à le configurer. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais apparemment, les résultats donnent des choses beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment des trucs intéressants. Et comme je dis, c'est légal et illégal. Hein. Il y a toute une série de choses légales qui existent sur le net, que ce soit des émissions de TV ou des séries qui sont librement téléchargeables et gratuitement. Il y a aussi des choses illégales, mais tout ce que je vais vous citer pour l'instant, c'était tout à fait légal. Alors, si vous voulez aller plus loin que vos séries, vos émissions, etc., il y a des outils spécifiques pour toutes sortes de choses. Par exemple, pour les films. J'ai peur quand tu dis ça. Parce que quand on sait ce qu'on trouve sur internet, j'ai un Pour peu. les films, Ouais. il y a Couche Potato, qui Oula. est un peu... C'est pour trouver des patates. Couche pute-toi. Couche Potato. Donc ça, c'est pour Recette de aller purée. télécharger automatiquement des films.
Donc c'est un peu comme une série, vous mettez un film, bah tiens, celui-là j'aimerais bien l'avoir prochainement, et lui, dès qu'il est disponible en téléchargement, mais alors là, bien sûr, c'est souvent des choses illégales, il va vous le télécharger. Des films en cinéma, tout ça. Voilà. Ça, vous en prenez qu'à télécharges votre qu'un gueule. Hein. film. Oui, bah oui, ça. Voilà. Alors, il y a, pour la musique, il y a la même chose, ça s'appelle Hitphone. C'est des choses spécialisées pour la musique. Pour les jeux, il y a Game. Pour les comics, il y a Omniverse, pour ceux qui connaîtraient pas. Dans les comics, il y a bien sûr des choses tout à fait légales. Hein. Je n'arrive plus à poster sur la chatroom, c'est pas grave. Suspect. Et pour les e-books, il y a Lazy Librarian, qui est donc tous les 5 derniers que j'ai cités, enfin les 5 ou 6 derniers que j'ai cités, c'est toutes les choses dédiées à un univers particulier. Ouais. Et honnêtement, la plupart du temps, c'est que pour de l'illégal. Donc voilà, c'est si vous avez de la merde après sur vos écrans, ben vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Ou si on se fait choper, on peut pas dire ah c'est Geeksleague qui a dit que. Voilà. Non, Maintenant, parce que ce podcast est approuvé par Adopi, je vous rappelle quand même. voilà. Quand même, Donc, bah oui. Si vous voulez en savoir plus sur tous ces outils, parce que ces outils, ben, je veux dire, quand vous connaissez pas, vous dites putain c'est génial, il y a moyen de faire plein de trucs automatiquement. Ben il y a 2 sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner, qui sont Torrent Freak et Lifehacker, qui sont de Torrent Freak principalement orientés Torrent. news de download, torrent, mais on parle aussi de newsgroup, on parle d'outils tels que j'ai cités, et bien sûr de tout le côté légal ou illégal des choses, et des arrestations qui va avec. Et Lifehacker, c'est un truc plus dédié, on va dire, au bidouillage en général, d'outils de toutes sortes. Donc voilà, j'ai fait un petit tour. Je sais pas si vous avez des questions. C'est le fourre-tout en fait. Ouais, non, Bidouillage. c'était bien clair. Moi, ça m'a plu, surtout pour le programme un peu moteur de recherche où tout se fait tout seul, c'est pas mal. Avec Ah, des ça peut sous-titres, être pratique. franchement bien sympa, une belle découverte. Mais après, Encore une fois, je reviens sur mon propos du début. Hein. Ah, tout à fait. C'est bien de télécharger, etc., mais pensez à acheter aussi. Ah, Parce que clairement. sinon, Ouais, moi, j'ai vous jamais aurez rien plus téléchargé. jamais des je te le dis Stargates, vraiment, parce c'est qu'il y a vrai. personne Voilà. qui les a achetés. Des Vous dinosaures aurez de plus jamais The Big de- Bang Theory. de Big Bang Theory, plus jamais d'autres choses du même genre. Bon, si vous les aimez pas, tant mieux pour Peut-être vous. plus violent dans la menace, hein, tu peux dire, sinon il y aura que Teletubbies tout le temps. Ouais. Ouais, ou plus belle la vie. Et encore, je suis sûr qu'il y en Oh a non, bah, Plus belle la vie, moi je regarde, hein. je suis sûr qu'il y en a qui téléchargent Teletubbies. Plus belle la vie, c'est gratuit. C'est juste qu'ils se droguent avant. C'est leur trip à eux. Et non, mais j'ai bien aimé la rubrique, une sorte où on peut bidouiller de tout en général. C'est ça. C'était un peu bizarre. En fait non, c'est la rubrique du flemmard, c'est vous cochez des cases et puis ça se fait tout. Et puis ça tombe, d'accord. Ouais, à utiliser, hein, Je suis en franchement. train de regarder, je suis en Mais train de, sympa, en tout cas. je suis en train de regarder le truc gamay là, mais je comprends pas bien le système, comment est-ce qu'on utilise ce truc en fait. Alors, celui-là, je ne le connais pas parce que je l'ai cité Mais je suis tombé sur celui-ci. par bravo. par exemple. Mais je suppose qu'il faut qu'il y a certainement un manuel d'install. Si c'est pas sur le site que j'ai donné, il y a certainement moyen de le trouver à gauche, à droite. Non, mais Maintenant, En gros, voilà, faut faire c'est ouais, mais j'ai compris le traducteur de VLC là avec sous-titres, ça m'intéresse parce que moi, C'est ça, ouais. ouais, ça, VLC ça, c'est ça ouais, m'intéresse. automatique, c'est bien pratique ça parce que y a rien de plus chiant que de regarder des films en anglais avec les lèvres qui bougent et puis il y a un vide comme ça, tu dis. Ok. Grumpy, Ou est-ce alors que avec t'as les encore... sous-titres en décalage. Ah oui, Ah ouais, ça, ça, c'est c'est énervant, aussi, ouais. ça. Et alors tu dois t'amuser à calculer le nombre de secondes de décalage que tu dois Et imposer. puis, il reprend des tout décalages. au fur et l'intérêt de à mesure. l'acheter. Voilà. Voilà, exactement. Est-ce que Grumpy, t'as encore quelque chose à dire? Non. Ok, bah, je te remercie. Si, sur d'autres domaines, mais. Oui, mais ça, oui. T'as toujours des choses à dire, oui. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Méo. Coup de gueule. Coup de cœur. Moi, ça serait un coup de gueule, un gros coup de gueule sur la rubrique Looking for Game, animée par le joueur du grenier et je ne sais pas qui, sur jeuxvideo.com. Je l'ai pas vu. Sur essentiellement le dernier. En fait, il disait
oui, voilà, s'il y a des restrictions dans les instances, si vous ne pouvez faire qu'une seule fois une instance héroïque par jour, s'il y a des quêtes journalières, voilà, que les développeurs bloquent la progression, c'est parce qu'il n'y a pas de contenu et que du contenu, eh ben, il doit tout le temps y en avoir et il ne doit pas y avoir de limitation. Mais allez, moi, j'ai regardé 4 minutes de cette vidéo qui en dure 15, un truc comme ça. Et après 4 minutes, j'ai coupé Furax parce que merde, le contenu ça se fait pas en claquant des doigts, ça met du temps à se développer et voilà. Et forcément, t'as les développeurs qui bloquent de manière volontaire la progression de l'équipement, etc. Parce que oui, il n'y a pas tout du contenu, on va dire tout le temps disponible à 24 heures sur 24, mais le contenu se crée et doit se créer et le contenu ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc voilà, c'était un coup de gueule pour qu'ils se renseignent un peu pour que le développement, ça prend du temps. Voilà. C'est bien, ça. Au moins ça, tu donnes l'autre version des faits, c'est après la version du joueur, la version du développeur, et c'est toujours intéressant d'avoir les deux versions. D'un autre côté, voilà, c'est vrai, ça demande du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et je pense que WoW, ils ont pas mal d'argent, donc du coup, ils pourront mettre plus de gens pour faire plus de contenu. Justement, Blizzard accélère sa sortie, okay. sa méthode de sortie, etc. Hein, donc. Ok, ça va. Donc voilà, l'extension est pour bientôt. Oui, t'as une date? J'ai pas de date, mais j'ai des spéculations. Ok, mais merci. si vous voulez, je peux les dire. Hein. Vas-y, balance, vas-y. Alors, spéculation, la bêta de l'extension commence en janvier et en juin l'extension, en mai l'extension commence. Ok, on verra si c'est juste. Ça va? Allez, maintenant on va parler de jeux de société avec Dungeon Lord et Mirms. C'est parti, jingle. Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir je vais vous parler de 2 jeux de société et ça va être un peu comme pour le jingle, je annonce du Siro de 14 et de 18. Donc c'est 2 jeux qui sont réservés aux joueurs assez confirmés dans l'ensemble pour la compréhension des règles. Et je vais commencer par celui qui me paraît le plus difficile de tous. Donc je vous montre juste le petit fascicule de règles à l'écran. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, donc c'est Dungeon Lord. Voilà, alors Dungeon Lord c'est quoi? C'est un jeu en fait qui vous propose de construire votre propre donjon. Donc vous êtes le maître du donjon et il va falloir entre guillemets préparer votre donjon le mieux possible, équipé en monstres, en pièges, accumuler les ressources parce que oui évidemment votre gobelin sera en grève si vous n'arrivez pas à le payer, donc il ne jouera pas pour défendre votre donjon, etc. Il faut entretenir... Donc les gobelins sont un peu français, ils font grève. Voilà, d'accord, tout à fait, c'est ça. C'est la SNCB. Ou les tech et la SNCB, oui. Les pires, c'est les gobelins tech, hein, c'est fréquent. Ah, t'imagines. Auditeurs de la tech, désolé. Ils sont pas tous comme ça. Non. Seulement les gobelins. Voilà, donc en fait, il faut rémunérer ces troupes qui vont garder le donjon, il faut investir pour aménager les salles, il faut aussi payer ses pièges, etc. Et donc le jeu va se découper en plusieurs phases. Donc la première, ça va être une phase qui se déroule en 4 saisons. Donc vite fait, je vais pas trop dans les détails. Donc pendant les 3 premières saisons, vous allez accumuler des ressources avec vos larbins. Ça me fait rire aussi. Donc ils expliquent que tout donjon serait rien sans les fidèles larbins. Et on a 3 larbins. Enfin, on les reconnaît. Ouais, mais non, il y a beaucoup d'humour dans l'explication des règles, etc. En fait, il y a la moitié des règles, au final, c'est juste des notes humoristiques sur le côté. C'est super complexe à lire. Au final, t'as juste retenu la vanne et pas forcément les règles, mais en tout cas, c'est agréable à lire comme règle. Donc, on envoie nos petits larbins, on peut faire 3 actions à chaque saison. Et le larbin, je sais pas, il va aller chercher du bois, il va aller chercher de l'argent, il va aller chercher de la nourriture, des choses comme ça. Voilà, les 3 saisons se passent et à chaque saison, en fait, il y a un aventurier qui va être annoncé et en fonction du degré de méchanceté annoncé de notre donjon, on va scoltiner les héros les plus forts. Donc si au premier tour, je flambe et que j'achète 3 gros pièges bien biles, c'est moi qui vais me taper le plus gros héros dans mon donjon, ainsi de suite. Ça avance comme ça, et il faut savoir aussi que c'est le piège à surtout pas faire. Si on dépasse un tel niveau de méchanceté, on se tape le paladin. Donc le paladin, c'est le gros bill qui va défoncer notre donjon et on est mal barré.
Et d'après ce que j'ai compris, j'ai pas encore testé. On va Pour la, tester pour ce la soir, on vous justice, dira pas. la veuve et l'orphelin. hein. Voilà, on le Voilà. teste ce soir. Mais c'est ça. En On fait, va c'est un jeu de tester social. ça. En fait, c'est un jeu de socialiste. Celui qui est trop haut, on le taxe un peu plus pour qu'il descende les autres au niveau des autres, tu vois. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'est le principe. Mais, en fait, c'est peut-être pour le socialisme à la base, je m'en sais rien. Ah, c'est sur quand même le un jeu qui communisme, est apparemment tout ça, développé tout le par, monde sur l'égalité. c'est de Vlada Chvatil, donc c'est Oula. Europe de l'Est, hein. Oui. Peut-être, hein. Mais à C'est ça, côté c'est de un jeu ça, communiste, en fait, c'est bien ce qu'on disait. Ça rajoute un peu de piment parce que dans les dernières saisons, dans les dernières années, en fait, on a notre marqueur de cruauté qui avance. Et vu que les joueurs s'achètent les cartes à tour de rôle, il y a un premier joueur. Si on est dernier joueur, les autres vont s'empresser d'acheter les cartes, les plus petites cartes. Et si on va se sentir d'acheter une carte, et on va peut-être dépasser un petit peu le niveau de difficulté. Et là, on chope les paladins. Donc, en fait, on joue là-dedans un petit peu dans la phase de construction. Il faut se développer, mais pas trop, tout en regardant les autres. Et voilà. Ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, une fois que l'année est finie, il y a une phase de combat où on a les 3 héros qui étaient venus à chaque saison, qui se préparaient, qui viennent affronter le donjon. Et là, on joue avec un système de cartes, de pièges. C'est assez bien fait. Donc, par exemple, le voleur, il évite tous les pièges. Le mage va soigner 2. Le guerrier, il a 4 points de vie, etc. Et ils avancent dans notre donjon. Et notre but, c'est de les stopper avec toutes les cartes qu'on a achetées. Donc, si on n'a pas acheté assez de cartes, bah, on se T'es dans la merde. fait détruire. Voilà. Et en plus, on perd déjà, ils ont déjà avancé dans le donjon. Et puis à la deuxième année, ben, les aventuriers reprennent le donjon là où ils étaient. Et le but, c'est pas si on se fait tuer tout notre donjon, ben, on est mort. Et donc, il faut gérer ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qu'on fait pendant la première année sert quand même. Parce que si on a réussi à bien gérer, je sais pas, les pièges ou les monstres, tout ce qu'on a acheté, on les garde. Oui, c'est En cumulatif. vrai, quoi. c'est cumulatif, etc. Et c'est seulement à la fin de la deuxième année qu'on fait un décompte des points. Et ce qui est très amusant, et ça j'ai pas encore tout bien cerné, mais en fait il y a des titres qu'on peut gagner en fait. Donc si on a joué autant de pièges, on va avoir, je sais pas, le maître des Ah oui, pièges, d'accord, etc. ok. Donc en fonction de son style de jeu, on peut gagner des titres qui rapportent aussi des Ok. points de victoire. Donc c'est bien sympa. Alors au niveau du plateau de jeu, il faut pas mal de place sur la table. Donc chacun a quand même son petit plateau devant soi pour chaque joueur. Il y a un plateau central où on fait toutes les actions. Ensuite, il y a un plateau des pays lointains où on met toutes les cartes qui ne sont pas utilisées. Donc par exemple, les héros, vu qu'ils arrivent à chaque saison, on les stocke à côté pour le moment. Même s'il manque un joueur, on doit mettre son plateau sur la table parce que ça c'est pris en compte. Ça se joue à 4. Si on joue à 3, il y a des choses, des règles prévues pour contrebalancer, mais idéalement ça se joue à 4, ça j'avais pas Ça se dit. joue à 2? Ça peut jouer de 2 à 4 joueurs, voilà, mais à chaque fois qu'on retire un joueur, à mon avis, le jeu perd un petit peu en richesse. Ils D'accord. disent idéalement c'est conseillé pour 4. Ils compensent l'absence d'un joueur, mais pour vraiment plus de fun, ça se joue à 4. Comment tu me mets la pression pour que je reste en Ah ouais, à fond. Ah ouais, non, là c'est vraiment. Alors, Grumpy prend sa voiture, il va partir Voilà. maintenant. Ouais, c'est ça. Par Dépêche-toi, tout de on suite est de que 3 la là. nuit, il arrive. Voilà, donc très très sympa. Au niveau du prix, on me l'a prêté, donc ça doit être comme d'habitude dans les 40 € environ pour un gros jeu bien fourni. Il y a quand même du matos qui est là. Voilà, mais pour le temps de jeu, c'est environ 90 minutes. Et c'est vraiment long à mettre en place, à bien comprendre les règles. Le vrai avantage, j'ai envie de dire, dans les règles, ça paraît vraiment fastidieux comme ça. J'ai vraiment lu les règles avant ici d'en parler, parce qu'on teste après. C'est l'avantage que tout est mis en fait sur le plateau. Il y a chaque fois des aides-mémoire. Il y a beaucoup d'étapes, mais tout est bien détaillé sur le plateau de jeu. Donc une fois qu'on a expliqué les règles, il suffit de lire sur le plateau de jeu ou sur le Et plateau tu sais central. ce que tu dois faire. Et on sait ce qu'on doit faire. Et il y a aussi un plateau pour l'ordre. Enfin, les actions à effectuer, etc. Donc on peut pas trop se planter là-dessus. Ça, c'est de plus en plus dans les jeux de société, je trouve que c'est bien, quoi. Et c'est- ouais, je trouve que c'est vraiment un Une table de confort phase de jeu qui te permet de, de suivre. ouais, c'est ça, de pas te replonger dans le dictionnaire que sont les règles. Voilà, et un truc que j'ai vraiment bien aimé aussi, en fait, c'est qu'ils ont fait un tutoriel pour les débutants dans les jeux de société, Donc c'est Donc, ce que où vous il- allez faire ce soir. où ils mettent en garde en Ouais. fait que les gens qui ne connaissent pas les jeux de société vont se sentir abrutis par autant d'informations, et donc il faut commencer par la partie entraînement au combat, et donc ils ont mis des simulations qui font intervenir toutes les règles du combat, donc c'est la deuxième phase du jeu. On commence par la deuxième phase du jeu sans faire le reste.
on montre juste un peu les capacités des cartes, et comme ça les gens font pas une partie dans le vide. Parce que c'est quand même assez frustrant de se taper un jeu de société qui dure 1h30, 2 heures. Construire un donjon, et puis après se faire construire péter par un donjon paladin. pour dire, ah oui, en fait, j'ai compris et j'aurais dû faire ça et ça. Bah là au moins on voit tout de mort. suite les implications Oui. que ça va. Donc, Ouais. je trouve ça sympa de. Ce qui est souvent le cas. Il y a beaucoup de prend jeux une où tu dois faire demi-heure 2-3 et parties deux, avant de te trois dire en fait c'est cool parce que ça jusque là tu te fais latter. Oui, Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Donc là, je pense qu'avec ça, si on fait la partie préliminaire entre guillemets avant, C'est toujours bien les préliminaires. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Oui, mais les guillemets, au J'ose pas podcast, utiliser ça sur s'entend la pas. Geeks League à chaque fois, ça passe pas. Non, ça va, le colloque est pas là ce soir. Hein. On peut peut-être. On Et peut Marius y n'est pas là aller. non plus. Ah, peut-être que le fantôme de Marius est là. Fantôme de Marius, est-ce que tu es là? Ah, on l'a entendu, vous avez entendu? Enfin voilà, donc j'ai trouvé ça assez original au niveau des idées. Voilà, c'était le premier jeu. On vous Moi, je dira tiens quoi à sûrement dire peut-être quelque dans un chose. petit papier J'ai sur un truc. Geeks League. Oui. En fait, Grumpy, vas-y. Ah bon. Ben en fait c'est le créateur du jeu, c'est Vlad. Je sais jamais comment il s'appelle. Et il a créé plein de jeux un peu du même genre. Donc si pour ceux qui aiment un des jeux qu'il a créé, en général ils vont aimer tous les jeux qu'il a créés. Et il en a créé quand même pas mal. Mais ceux qui n'aiment pas les jeux qu'il a créés, ah ben ils souffrent. Tu joues pas. Et c'est Merci mon de cette cas. analyse. Bah tu joues pas, voilà. Eh ben, tu joues. Non, T'aimes mais pas, tu joues. en tout cas, il a peut-être dû prendre en compte cette remarque parce qu'elle est dans ses règles, il y a des conneries. Et je lis le premier encadré, on pense que c'est l'essentiel du truc et c'est marqué. Le soutien à ce jeu vient du fonds du spécial du ministère de l'Éducation des donjons. Nous espérons réfuter les habitudes préjugées contre les donjons et leurs constructeurs tout en augmentant la prise de conscience sur les dégâts causés par leur destruction sur l'écosystème souterrain. Voilà, en disant que les héros dégradent l'environnement souterrain. À mort les pétant barbares. donjons. Voilà, ça. À mort le paladin. En fait, c'est en laïus pour protéger les mines de charbon qui ont été fermées. Vraiment, Je suis sûr qu'il ce jeu est une métaphore complète. De redire des revues historiques Oui. sur ça, une J'ai vanne, voilà, un ça. problème de déformation historique et de formation historien. Mais... Un peu de charbon encore là. Ah merde. Camarade. Désolé camarade. Camarade Néo voulait dire quelque chose. Oui, juste. Oui, en fait, ça, on dirait fort Dungeon Keeper, mais en jeu de société. Un peu, je pense. Un peu, ouais, ça me fait penser à ça et à HeroQuest où tu incarnes différents héros qui bastonnent. Non, dans faut le- pas comparer HeroQuest à ça. En request, tu joues le héros. Ouais, Oui, c'est ça. HeroQuest, tu joues le héros. Dungeon Keeper, c'est tu es le mal et tu crées ton donjon et ton but Ouais, c'est ouais, d'empêcher non, les héros de venir, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça au niveau de l'idée, c'est vraiment l'idée ici. On incarne en tant que joueur un maître du donjon, on a ses Le maître du jardins, donjon, ouais. on pose nos gobelins, nos orques, nos pièges. Et, Ça me fait penser nos au donjon ennemis, de ce sera Nalbuck. le magicien, Ça me le fait penser voleur, à une chanson de l'archer, Nalbuck. etc. Bah, Ouais, mais- c'est les adversaires. Comment est-ce qu'elle va encore cette chanson? Ok, Titi. Et donc le deuxième jeu c'était Mirms. Voilà, Mirms. Alors celui-là, je l'ai testé, j'ai fait ça mercredi, donc c'était un jeu qui est basé sur quoi? Ben, sur le monde des fourmis en général. C'est de 2 à 4 joueurs. Donc ce qui est assez intéressant en fait dans ce jeu-là, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est qu'on est vraiment, je sais pas, par la construction du plateau de jeu et du matériel qu'on a, on sent un petit peu presque comme une fourmi. En fait, tout est fait à petite échelle sur le plateau, les dessins sont petits, les pions sont petits. Des petites fourmis, des petits fourmis, pions de des petites choses ressources. comme ça, les petits pions de ressources. Et donc, ça, je trouve que ça plonge vraiment bien dans l'ambiance. Et ici, là, c'est vraiment un jeu qui laisse pas du tout de place au hasard. En fait, c'est un petit peu, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent, à Descendance, Trajan. C'est un jeu allemand de placement d'ouvriers en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un. On place des ouvriers, sauf que là c'est des fourmis. On place des éléments qui On vont place des fructifier, éléments, on prend des ressources, qui vont et faire on peut des voilà, actions. on fait des œufs, on fait des Voilà, c'est et ça. on peut gérer plusieurs choses, mais il y a presque rien d'aléatoire dans le jeu. Pour ceux qui en aiment fait. les jeux comme Descendance, Trajan, un petit peu peut-être. vraiment les jeux allemands de placement de ressources, ils vont adorer Mirms Voilà, c'est parce ça. que Et son petit plus comparé à Descendance et à Trajan, justement, c'est le fait qu'il nous plonge dans un univers que finalement tout le monde connaît. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment. Je dis pas que je pensais fourmi et que j'étais fourmi, mais on se plonge bien dans l'ambiance. Le matériel et le plateau de jeu est bien fini là-dessus. Même chose que pour le jeu précédent, il y a beaucoup de règles expliquées sur les cartons. Même si le jeu en lui-même est complexe et qu'il y a beaucoup de phases et d'étapes, tout est parfaitement résumé sur les cartes. Une fois qu'on a écouté, on n'a plus qu'à regarder les images et les dessins pour comprendre ce qui va se passer avec un déroulement. c'est un jeu coloré aussi, très chouette Oui, tout à fait, ouais. c'est un beau jeu. Vraiment super beau jeu au niveau matos. Il me plaît plus que Dungeon Lord au niveau esthétique par exemple. Ça, voilà. Et t'as un visuel à nous montrer à la caméra?
Un visuel à montrer à la caméra. Non, on va mettre des images. J'ai pas pris le jeu avec en fait. On allait tester Dungeon Lord, donc j'ai pas pris Mirror's Edge. Je mettrai quelques images avec le billet. Voilà, c'est ça. Mais vous verrez, c'est un vraiment très très beau jeu. Je pense qu'il est quand même à 40-50 € parce qu'il y a beaucoup de pièces, etc. Il y a beaucoup de pièces. Et ça s'écrit comment? Mirms. Alors. M-I-R-M-S, je pense. Voilà, c'est ça. Ou un Y à la place du. Je ne sais pas. Mais bon, je ne trouve pas. C'est peut-être avec un Y alors. Mais bon, allez, je continue sur ce jeu-là. Donc c'est vraiment de la gestion de ressources. Et la chose qui est vraiment sympa aussi dans ce jeu-là, si vous voulez, c'est qu'on peut, entre guillemets, boycotter l'autre par son placement. Donc le plateau est très petit. Et le thème, c'est vraiment une bataille entre 4 fourmilières. Et il faut prendre le dessus. Et il y a des cases qui ne rapportent rien. Donc les cases champignons, on ne s'en sert pas dans le jeu. Ça ne génère pas de ressources quand on va conquérir une case champignon. Et on a des cases qui sont occupées par des araignées, enfin toutes les bêtes que les fourmis vont, des coccinelles, des pucerons, enfin, etc. Donc les fourmis vont devoir aller chasser ça pour pouvoir survivre. Mais à chaque fois qu'on fait de la chasse, on va perdre des fourmis, des travailleuses, etc. Donc on n'a pas trop envie de dépenser ces ouvrières. Mais le placement est vraiment important parce qu'on peut vite se retrouver entre guillemets sclérosé par un joueur qui va jouer offensif en plaçant juste judicieusement ses phéromones. Il va nourrir 3-4 cases et à chaque fois qu'on veut marcher sur son phéromone, on doit sacrifier une ouvrière ou un soldat. Donc le placement est assez important, c'est vraiment bien. J'ai son orthographe, c'est M-Y-R-M-E-S. Voilà. Raison. Voilà. Donc franchement c'est un jeu que je conseille aisément. Alors, au niveau du petit reproche du gars qui aime bien faire des reproches, voilà, c'est que quand vous le jouez à deux, le plateau de jeu est restreint et c'est juste indiqué par une ligne très fine entre des cases hexagonales et des fois on peut passer à côté. Nous on a joué 2 parties, la deuxième partie en fait il y avait quelqu'un qui avait posé son phéromone, il avait dépassé la limite, personne s'en est rendu compte et ça a boycotté la partie, voilà. Donc là-dessus c'est bien beau de faire petit, etc. mais les délimitations entre 2, 3 et 4 joueurs là où Smallware par exemple pour le même système c'est à peu près le même système, c'est l'occupation de terrain et le monde est trop petit. À peu de choses près, là, ils proposent des terrains à chaque fois différents. Donc au moins, tu risques pas de retourner la plaque. Tu retournes la plaque. Oui, voilà, t'as un grand numéro, c'est la plaque de 5, la plaque de 4. Et, là, en fait, c'est plutôt la dimension du plateau. Allez, on va dire, tu prends le jeu normal à 4 joueurs, ce sera la superficie à 4. Et voilà. Ouais. Et puis, si tu es à 3 joueurs, tous les bords vont être niés, mais la limitation, n'est pas très nette. Elle est vraiment pas nette, et donc des fois ça peut pourrir une partie. C'est le seul reproche que je fais à ce jeu-là. Voilà. Ok, merci Titi. Okay. Cool. Alors on profite de cette entre deux intermèdes pour dire que notre amie Clarisse qu'on avait reçue il y a déjà 2 podcasts demain sera au guichet d'énergie à Arlon. Elle exposera tous ses petits dessins. Voilà. Ah oui, ils en avaient ses dessins et ses travaux. Ils avaient donné la date aussi. Merci à Philippe de nous rappeler cet événement. Ouais, juste. Bon, on va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de Titi. Coup de gueule. Coup de cœur. Voilà, moi mon coup de cœur pour cette fois-ci, c'est lié à Dofus. C'est une petite nouveauté que j'attends avec grande impatience. Ils ont sorti ce qu'on appelle les multiman. Alors si j'ai bien compris, en fait, ça va remplacer les familiers ou la monture. Et en fait, c'est une sorte de petit mini super-héros qui nous accompagne, mais qui est totalement jouable. Donc en fait, maintenant, chaque semaine sur le site de Dofus, ils révèlent un multiman chaque semaine. Donc là, il y en a que 2 pour le moment. Il y a Lumino et Ombre. Voilà, c'est les 2 qu'ils ont. Et en fait, c'est un familier, mais qui va jouer, donc il a 8 sorts. Donc il y en a un qui est capable de soigner, de mettre des résistances. Il y en a un qui peut faire le sort libération, donc ça repousse de 3 cases. Voilà, ça présente pour un familier pas mal d'intérêt tactique. Vraiment curieux de voir ça. Pour moi, ça peut changer vraiment les associations, les combos, etc. Les classes. Et les classes de personnages aussi, ou même les joueurs contre joueurs, ça va changer énormément de choses. Donc il va falloir se recasser la tête pour faire au mieux avec ça. Et vraiment curieux. Le seul doute que j'ai, c'est encore est-ce que ça va pas trop rallonger les combats. Donc si on fait un combat déjà joueur contre joueur, c'est déjà assez long. On peut compter 15, 20, 30 minutes, des fois 1 heure pour
Il y a ceux qui sont très haut niveau, qui savent faire tenir, se soigner, etc. Si en plus de ça, maintenant, ils font jouer leurs créatures entre chaque tour, plus leurs invoques, ça va commencer à être long. Je fais un combat joueur contre joueur, ça va, j'ai 3 heures devant moi. Enfin, je sais bien que c'est un peu pour les no-life, mais il faudrait pas que ce soit abusé dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Ok. Merci Titi. On va maintenant parler de Pay-in Payoff. Oui. Le Pay-in Payoff, en fait, qui est un petit truc et astuce, une petite technique scénaristique. Alors bon. Mais avant de nous en parler, il y a un jingle. Ah, Allons-y. Voilà, donc le Pay-in Payoff. En fait, qu'est-ce que c'est exactement que ce machin-là en anglais ? Eh bien, le Pay-in Payoff, en fait, c'est une technique scénaristique qui est utilisée lorsqu'on écrit des scénarios de films, de BD. Essentiellement, ici, je vais me baser sur le film. Alors, lorsqu'un scénariste en fait écrit un scénario, chaque page vaut du temps. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on compte généralement une page de scénario pour une série, c'est environ 30 secondes. Ça va de 30 secondes à 1 minute grand maximum pour une page. Donc, on écrit des pages, ça vaut du temps, un temps sur lequel le spectateur finalement qui va regarder votre film, votre série, il n'a pas il n'a aucune interaction, enfin sauf le pause du décodeur ou l'aller-retour du magnétoscope, mais c'est pas le but d'une série à la base, c'est pas le but d'un film. Le but c'est que ça trace sa ligne droite. Donc le principe temps sur le Pay-in Payoff est très important. Pourtant, donc, le Pay-in Payoff a été inventé parce que les scénaristes ont justement imaginé ce stratagème qui leur permet de revenir sur ce qui a lieu avant. Alors vous allez me dire, on connaît tous une stratégie qui permet de ça, c'est le flashback. Bah oui, forcément. Le problème du flashback, c'est que c'est un peu chiant parfois, parce que ça vous ramène vraiment en arrière. Puis il faut un xylophone, quoi, sinon ça marche pas. Surtout dans Final Fantasy VII. Voilà, exactement. Donc si vous savez pas jouer de xylophone, il y a déjà un problème. Donc le problème du flashback, c'est que ça vous ramène vraiment en arrière et que ça parfois dans certains films, si c'est pas bien amené, un côté frustrant où vous avez l'impression qu'on vous repasse les plats. C'est vraiment l'expression, quoi. et ça fait un gros cut. Et ça vous coupe dans la l'action. série, Voilà, ça, en fait, ça vous coupe l'élan, en fait. Ça casse le rythme en flashback, je trouve. Enfin, certains, il y a des exceptions évidemment, mais généralement ça casse assez le rythme. Donc le Pay-in Payoff, en fait, permet donc de justement de continuer dans cette interaction, dans ce même rythme, tout en rappelant le passé. Alors comment ça se passe exactement ? Je vais vous donner un petit exemple. Prenez un gars qui ouvre une porte. Donc vous imaginez... Oh ben voilà, super, j'ai un bruiteur. Elle grince en s'ouvrant, émettant un bruit caractéristique. Le bruit. Ben voilà. Voilà. Faudra faire un montage. Hein. Ça c'est un pay-in. Donc à chaque fois que le gars va ouvrir la porte grince. Ça reste un pay-in. Si on utilise maintenant la pratique du pay-in payoff, en fait, le gars, à un moment dans le film, va ouvrir la porte, mais la porte ne va plus grincer. Et là, dans votre tête, tout un tas de scénarios va vous arriver. Il va dire, mais qui est-ce qui a wheelé la porte? Pourquoi est-ce qu'elle ne grince plus? Et ça va vous ramener, en fait, à la version précédente de la première fois qu'il a ouvert la porte. Ça, c'est un pay-in payoff. Donc, en fait, le principe, c'est de mettre quelque chose, de retirer quelque chose. Vous payez, vous placez, vous retirez. Vous placez, vous retirez. C'est vraiment le principe même du pay-in payoff. Ce qui vous permet... Voir l'inverse aussi, genre tu ouvres une porte, elle ne grince pas, et puis genre 2 épisodes après, il l'ouvre, ça fait... Oui, tout à fait. Voilà, mais en fait les pay-in payoff sont possibles en parole, sont possibles en action. Je vais vous donner tantôt, j'ai fait des séquences son d'un pay-in payoff, on y viendra juste après, Wally les lancera. Où j'ai pris un scénario qui s'appelle, un film qui s'appelle August Rush. Je vous en parle juste après. C'est un pay-in payoff qui vous expliquera encore un peu plus ce que c'est. Donc le pay-in payoff, donc ça permet vraiment justement de rester dans le rythme tout en vous rappelant le passé. La première règle du pay-in payoff, c'est donc de lier les éléments l'un à l'autre. Vous n'allez pas mettre une pomme à un moment sur une table et faire un gros zoom dessus. Le réalisateur fait un gros zoom. Et puis dans un autre truc, on sait pas pourquoi c'est là, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous placez cet élément-là, vous faites un gros focus sur la pomme. Le spectateur va rester frustré parce qu'il va dire pourquoi est-ce que le réalisateur a montré la pomme avec autant d'insistance. Et en fait, vous la montrez plus du tout après. Et en fait, dans votre film, vous avez montré une banane après. Et le gars, il a pas fait de rapport. Enfin, il y a un moment, c'est un peu loin, quoi, tu vois. Sauf si la musique fait pom pom pom. Et là, le pay-in payoff peut être fait. La musique, la bande son finalement est clairement en pay-in payoff. Hein. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Parce que rien à foutre
foutre là. Ou à moins qu'il y ait un mec dans le placard à côté qui joue un Bah, instrument. c'est clair. Les films de peur jouent super bien le jeu d'ailleurs. C'est un moment, t'as un son qui dit, wow, tu stresses avant que l'action oui. arrive, quoi. T'imagines, t'as la scène de peur et puis à côté t'as 10 violons qui font. Maintenant, Tout de suite, ça passe mieux, quoi. là où il faut faire attention, c'est que le pay and payoff, c'est tu enlèves, enfin tu places, tu enlèves. Ça ne vient pas trois quatre fois dans le film. Sinon c'est plus un pay and payoff. Le but c'est justement le principe du pay and payoff, c'est que c'est une seule fois. Et en fait, ça permet aussi au scénariste justement de ne pas répéter 10 fois la même chose. Le problème dans un scénario, c'est que quand vous écrivez, Ça évite de faire une transition en mettant un vieux sous-titre en dessous 2 jours avant. voilà, déjà ça vous évite des explications. Déjà, ça vous explique des monologues ou des dialogues chiants qui expliquent la situation. Il y a rien de plus chiant dans un film que le gars qui dit "Mais oui, tu te rappelles en fait avant-hier, tu as ouvert la porte." Ferme-la, tu es chiant. Il est beaucoup plus simple que le gars ouvre la porte et qu'il y ait un truc qui se passe. Donc voilà. Donc et ça évite aussi toute répétition. C'est 2 fois et time, c'est tout. Vous ne le répétez plus 3, 4 fois. Vous les utilisez 2 fois, c'est tout. Donc prenons un petit exemple. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Toto le héros de Jaco van der Maal. J'entends une porte qui grince. Voilà. Oui. Bon, je vous fais pas besoin de connaître le film pour comprendre cet exemple. Dans le film, en fait, le papa du petit Thomas se cache dans une armoire pour surprendre son fils. D'accord, on imagine la scène. L'enfoiré. Quand c'est un jeu de cache-cache. Quand Thomas et sa sœur ouvrent brusquement l'armoire, on voit d'abord les chaussures, donc on imagine le plan, ce qui s'arrête sur les chaussures, puis le pantalon du papa, ce qui fait rire ses enfants, et le papa surgit, et voilà, le papa est là. Et tout le monde Dis- se chie dessus. Non, parce que c'est un film à ce moment-là du film qui est convivial, familial. Ce n'est pas un Papa film qui n'a fait plus peur. son pantalon. Ça devient un film très Ça, dégueulasse. c'est le payoff. Il manque quelque Oh. chose. Non, le payoff ce n'est pas ça. Ça c'était le pays. Le papa, voilà, qui joue à cache-cache avec ses enfants, on voit les chaussures et le papa et ça fait rire le gamin. 10 minutes plus tard, on apprend entre-temps que le père est mort. En accident d'avion, pas de bol. Le père est mort. Eh bien, on voit on voit le gamin. On ne voit pas du tout la scène de l'avion qui se crache. On ne voit pas du tout la scène du père qui est mort. On apprend juste une voix qui dit voilà, le père est mort. Et pour voir le ressenti du gamin, ce qui se passe, c'est que le gamin ouvre la porte de l'armoire, voit les Paf, son chaussures. père est là. Bah. Voilà, il est tout content. Il voit les chaussures. Mais le père justement n'est plus là. Et c'est ça aussi, justement, c'est ça la force du pay and payoff. C'est que ce n'est pas exactement la même scène qui est répétée. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Il faut qu'elle soit en décalage et qu'elle apporte quelque chose en plus au scénario. D'accord, j'ai compris. Ouais, et Voilà. donc là, tu comprends toute la Par exemple, détresse dans... du Bah, gosse qui voilà. fait que il a plus son père. Exactement, tu as le ressenti du gosse, Mm. tout en n'étant pas dans le pathos pur et dur où tu vois le gosse qui chiale pendant des heures, ce qui serait vraiment, enfin, voilà, c'est très agressif comme méthode de voir, voilà, c'est beaucoup plus subtil et finalement c'est beaucoup plus prenant. Est-ce que dans le jeu Max Payne, est-ce qu'on utilise ce pay in payoff? Est-ce que tu vois ce que c'est Max Payne? Oui, je vois, ouais. Est-ce que tu vois à un moment quand on rentre dans la maison, il me Mhm. semble qu'on a des flashbacks un petit peu, Ouais. donc où on voit la famille heureuse et on rentre dans la maison, on voit la femme heureuse et clac, on revient en arrière où on entend une femme crier avec du sang par exemple. Un manque, je sais pas, imagine. Ouais, je vois pas la scène donc je serais Ok. pas te Il est répondre. avec sa famille, chaque fois il a par exemple, je sais pas, il est avec sa femme qui va chaque fois lui servir le café, etc. Et puis après, juste entend derrière aux infos, crash d'avion, machin. Et le gars il se réveille et puis tu vois juste sa tasse qui est vide. Ah ok. Et tu- Ouais, voilà, Ouais, voilà, je- c'est ça. J'essaie de raccrocher à tout. ok. Ouais. Mais, enfin, malheureusement, je vois pas l'exemple, donc je serais pas te répondre. Donc, quel est l'intérêt d'un tel procédé? C'est évidemment donner du rythme, faire avancer le récit tout en se diversifiant, pas de faire répéter 3-4 fois la même chose. C'est 2 fois, puis c'est tout. Et finalement aussi, le spectateur il trouve du plaisir parce qu'il reconnaît très vite le pay-in et le pay-off. Vous faites le lien et il y a un côté, il y a un côté sympa. On sent intelligent quand on comprend. C'est clair. Ah, c'était ça. Et puis à côté t'as ta mère qui fait comprends pas. Et là, bon, pendant 3 heures. et là tu lui expliques. Et c'est T'es là, là, ça devient maman. chiant le pays. Et voilà, tu fais, ah, mais oui, c'est simple, en fait. Donc, Oui, c'est simple. Donc quelque part aussi t'es valorisé en regardant ce genre de choses parce que tu comprends et tu t'identifies. L'exemple de Toto le héros c'est vraiment ça, c'est tu t'identifies au gamin qui était tout content. Non, son père il sera plus jamais là pour jouer avec lui à cache-cache. Et donc c'est toujours en retour, donc le payoff est toujours différent du pay-in. Sinon, bon, ça fait pas vraiment avancer le schmilblick comme on dit. Hein. Donc ce système n'agit pas seulement sur la mémoire des spectateurs, mais aussi sur son intelligence. Au moment où le spectateur voit un pay-in, il sent que plus tard, plus loin, il va y avoir un payoff et quelque part tu l'attends.
Alors toute la subtilité, et là c'est important, c'est de faire un pay and payoff qui est pas gros comme une maison. Je prends l'exemple d'une série que j'ai vue il y a 2 jours, NCIS. Le problème des séries policières comme ça, honnêtement, moi qui suis habitué à l'écriture de scénario, je peux vous dire, dès que je vois le méchant, je peux vous dire qui c'est. Parce que c'est un pay-in, généralement il le place comme ça, et après, paf, allez, t'as le payoff, et tu dis... Ouais, c'est ça, je prends l'exemple de cet épisode, NCIS. Le gars. Ouais, c'est pas grave. Personne. Je connais même plus. NCIS, c'est bon, ça se ressemble quoi. Donc les enquêteurs arrivent dans un bar. Ah, le barman est là, il a un vieux pick-up des années 60 et bon le héros est fan de vieilles voitures et parle c'est un pick-up tel modèle 1963. Oui, ok. Puis dans l'enquête, il se trouve que ils enquêtent sur un vol, ils ont des images satellites et là. Qu'est-ce que tu vois sur l'image satellite? Une forme bizarre de voiture. Et évidemment, le but aussi de ce genre de pay and payoff, c'est de ne pas le dire, tu vois. Il y a rien de plus chiant de dire, c'est le pick-up. Non, c'est beaucoup plus subtil, heureusement. Enfin, les séries américaines sont super rodées pour ça. Ils vont pas dans le grotesque à ce point-là. Le problème, c'est que là, voilà, moi. Qui vient, c'est-à-dire confirmation de ce que tu penses. Voilà, le problème, c'est que ça dépend à quel point t'es aguerri à ce genre de pratique. Moi, dès qu'ils ont montré la camionnette et qu'il a lancé cette réplique qui n'avait rien à voir dans le film, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si le gars a une bagnole de 1963, je savais que c'était le coupable. Parce que il m'a placé le pay-in. Arrête-le, c'est lui, c'est bon. Mais c'est ça, il m'a mis le pay-in devant la gueule, donc, excusez-moi du gros mot, il m'a mis le pay-in devant la tête. Et du coup, moi, j'attendais le payoff et je savais que c'était lui, je savais juste pas comment il allait arriver, bon. Donc voilà, ça c'est un problème. C'est pour ça que j'aimais bien Columbo en fait. Ouais. Et après, comment est-ce qu'il va le coincer? Et du coup là c'est plus délicat. Voilà. Avec son affaire. Mais alors des pay and payoff que tout le monde connaît, c'est les gadgets de Q dans James Bond. Voilà, le gars, on lui présente un gadget et dans le film, il est utilisé. Et voilà, ça c'est une fois. Certains sont utilisés plusieurs fois et d'ailleurs vous remarquerez que dans les derniers, on utilise de moins en moins les gadgets. Oui. Pourquoi? C'est parce que c'est chiant, parce que c'est un pay and payoff qui fait avancer le scénario. Mais c'est juste un prétexte quoi. Enfin c'est juste énorme. Bizarrement, James Bond a toujours les gadgets qu'il faut. Donc en gros, les pay-ins sont placés intentionnellement pour pouvoir être mis en off. C'est chiant. Enfin c'est trop artificiel. Voilà. Moi, je vais terminer par un exemple qui me plaît assez bien de pay and payoff, justement. Ce que j'aime particulièrement, c'est quand ils servent justement à accentuer la dramatique. Toto le héros en est un, mais bon, je n'ai pas fait la montage son. Mais je vais faire écouter ici 2 séquences de August Rush. Alors, un petit pitch de August Rush, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'abord de 2 amoureux, enfin de 2 musiciens de grands talents, une jeune femme et une jeune femme et un jeune homme, c'est mieux. Donc une nuit d'amour, voilà, copulent ensemble et voilà une grande passion d'un soir et le lendemain ne se voit plus du tout. La femme il se trouve que la femme est tombée enceinte, le père... Ils ont tiré leur coup et puis au revoir. Voilà, ils ont tiré leur coup et puis au revoir, mais c'est beaucoup plus intense, il y a vraiment des sentiments, tu vois que voilà, ça leur tient à cœur, sauf que voilà, leur carrière prend des chemins opposés. La femme est tombée enceinte, ça ne plaît pas du tout à son père qui dirige la carrière de la jeune fille, et il dit à la jeune fille, ton fils est mort-né. Voilà, évidemment, grand drame, etc. Mais le fils, évidemment, n'est pas mort-né. Il est dans un orphelinat, il a été placé. Et toute l'histoire, c'est ce gamin qui essaye de retrouver sa mère, ses parents, et la mère qui essaye de retrouver son fils aussi, qui apprend finalement par son père est gravement malade, et lui avoue, c'est pas son lit de mort, mais enfin, gravement malade, il lui avoue, écoute, ton fils n'est pas mort. Donc, toute l'histoire, c'est, ils vont se retrouver, et ils vont se retrouver aussi grâce à la musique. Dans August Rush, pour être tout à fait honnête par rapport au film, et c'est ça la puissance de ce film, c'est qu'il y a une dimension artistique et musicale très très forte. C'est que les 2 parents sont de grands musiciens, le gamin est un peu un petit Mozart. Et le concept de base du film, c'est que le gamin pense que s'il écrit voilà, c'est ça, le gamin pense qu'ils sont réunis tous les 3 par la musique et que s'il écrit une symphonie, il va retrouver ses parents. Voilà, donc je trouve que c'est un très très beau film, très poétique. Voilà. Donc voilà, je pense que si vous avez des questions ou quoi, des exemples de pay and payoff, ça abonde vraiment dans tous les films quoi. Le principe de base, c'est vraiment on place en quelque chose, on le retire. Voilà. OK, merci. C'est tout? Oui. Allez, maintenant on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Ouais. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors moi d'abord un
coup de gueule contre les script kiddies qui font chier les sysadmins qui ont pas le temps. Voilà, ça c'est dit. Et bien sûr, un gros coup de cœur pour Time Master qui a eu son financement. Et il reste encore 2-3 jours pour ceux qui veulent encore participer. Donc Time Master, on les a présentés il y a quelques podcasts, on a fait plein de pubs. C'est un jeu de deck building qui est vraiment génialissime. Et je vous invite tous à pledger ou tout de moins à le tester sur Board Game Arena. Parce que c'est vraiment cool, quoi. Merci Grumpy, tu viens de me piquer mon coup de cœur, merci. C'est pour ça qu'il a fait yeah. C'était son tour. À mon avis, tout le monde le voulait. Allez, maintenant on va passer à notre rubrique jeux vidéo avec Need for Speed Rival. Ok, donc Need for Speed Rivals, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on aura des extraits ou pas? Hein? Est-ce qu'on aura des extraits? Non, il y aura pas d'extrait vidéo ou quoi. Ok, ça va. Il y aura une vidéo qu'on pourra mettre en billet du podcast que j'upload cette nuit normalement. Donc Est-ce que tu utilises Adobe Premiere? oui, mais moi je le maîtrise. Bah moi pas encore, je préfère Final Cut mais j'ai pas de Mac à la maison. Non, ça sera juste un lien YouTube. En fait, j'ai streamé le prologue, donc j'ai enregistré le prologue. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est édité par Electronic Arts, développé par Criterion, donc les anciens qui ont fait Burnout Paradise et Ghost Game. Ghost Game, qui c'est? C'est simple, ce sont des anciens de DICE, de Bizarre Création, de Tandis et d'Ubisoft. Donc c'est une nouvelle équipe, mais avec des grosses qualités dedans, quoi. Donc le test ne sera pas complet ce soir, je veux dire, étant donné que j'ai joué 4-5 heures. Donc Et pourtant tu t'es donné, on n'en doute pas. Voilà, j'ai joué 4-5 heures à fond, mais j'ai pas tout exploré. Je suis genre à... Tu n'as pas fini le jeu? J'ai énormément exploré, je me suis énormément baladé dans la ville. Donc, on va reprendre point par point. Donc, il y a 2 campagnes solo qui sont du côté des flics et du côté des pilotes. Donc, si vous êtes un flic, votre but c'est d'arrêter un maximum de pilotes et de gravir les échelons dans la police. Il y a 60 rangs à atteindre. Et si vous êtes un pilote, eh bien le but c'est de courir, de gagner des points pour améliorer votre voiture, etc., etc. Le tout dans un monde ouvert, ultra connecté. Donc en fait, toutes les voitures que vous croisez dans les rues sont ouvertes. Ce sont des joueurs en fait. Les bots ne sont que les voitures et les feux rouges avec qui j'avais dit que ça allait être compliqué cette partie. Désolé. Ne sont que les voitures avec lesquelles vous faites des courses. Vous lancez une course, quoi. Il y a des mecs comme des télécommandes. Rouge, vert, rouge. Need for Speed Rival. Le haut fait du feu rouge. Et alors quand tu passes au rouge, il te met un PV. Il a ce bonheur-là aussi. Désolé. Voilà, continue. Et l'autre jour, j'étais au vert. Il y a un mec qui passe pas feu rouge. Ah, je l'ai dit. Et merde. En fait, c'est la police nationale. Ils utilisent ça comme simulateur. La version collector, t'as une télécommande rouge-jaune avec rouge vert. Avec... le nouveau radar de zone. Wouhou, c'est l'extension. Très bien. Non, continue, vas-y. Non, mais c'était ultra connecté parce que toutes les voitures. Donc, la narration, allez, parce que on va dire qu'il y en a une, donc c'est de devenir le meilleur pilote ou le meilleur flic. Mais le grand plaisir de ce jeu, en fait, c'est pas vraiment de faire des courses, etc. C'est vraiment de rouler librement dans la ville, et dès qu'on croise un pote, enfin un rival, c'est de dire ok, on fait une course tous les deux, et donc il y a un point qui est généré sur la map de manière aléatoire. Il va aller draguer avec son Lamborghini sur Need for Speed, quoi. Il va être là, et t'as vu ma caisse dans Need for Speed. C'est le nouveau réseau social en fait, mais ton identité c'est une bagnole. Ouais, et voilà, exactement. Non, là je suis avec une Porsche. Bon.
Voilà. Oh, Ah, il faut débuter modeste. Voilà. Et donc, en fait, tu fais une course en Vu face le à gars en face Fiat Panda. et t'as des flics qui peuvent intervenir dans la course pour t'interrompre, pour te stopper, etc., pour te mettre les bâtons dans les roues et tout. Et c'est en Donc- vélo, c'est chier. Donc en fait, si je comprends bien, ce serait comme si t'avais allez, tu te connectes à ton jeu, c'est ultra ouvert comme t'as dit, donc il y a plein de personnes qui roulent dans la ville. Et en fait, Exactement. ça c'est un petit peu plutôt que de chercher un joueur sur un truc où tu as un écran d'attente, en attente d'un joueur, attendez pas. Tu roules. Tu roules et tu peux parler avec les gens. Si le gars est d'accord, tu fais ton duel, ton défi et voilà. Ouais, c'est même pas parler, quoi. C'est vraiment, tu te mets à côté et tu fais, t'appuies sur X. Ah, t'as pas le choix, donc le défi est lancé. Et Non, tu lui proposes d'abord en appuyant, enfin, sur, Tu peux tailler bovette avant. Là. ouais, c'est ça, c'est par la fenêtre. On fait une course. En gros, c'est ça, t'appuies sur une touche et puis lui peut accepter ou refuser. Ah, tu peux pas discuter avant en fait. T'as pas une- Ah non, il y a c'est- zéro c'est- discussion, c'est- c'est c'est- go, tu traces, tu Genre, t'en en fait, fous. quand tu te baladais dans la Je pensais ville, que tu pouvais vraiment insulter le mec et le draguer en fait. Et tu pouvais Non, envoyer t'as des un messages, klaxon. Ouais, mais le Faut klaxon. Moi, je Pour le m'amuse, baraki, je me le mets klaxon, devant, je c'est freine tellement et sensuel. Je klaxonne. D'accord. Tu passes pas. Ah, Donc ça, c'est. Et si tu lui refuses un duel, tu perds en notoriété ou ce genre de choses. Non, rien du tout. C'est, tu fais Osef. Ok. Comment tu évolues dans le jeu? Alors, comment tu évolues il y a plusieurs objectifs Avoir la plus belle bagnole. Non, mais allez, à chaque fois, tu as 3 options d'objectifs qui sont suivant ton mode de jeu. Donc, soit c'est plutôt freeride, donc tu as des défis, genre tu as des drifts à faire de 103 mètres, tu dois rester en l'air pendant 10 secondes, etc. Soit tu es plutôt axé sur course-poursuite contre les flics. Donc là, tu dois échapper plusieurs fois aux flics, tu dois détruire X voitures de flics, etc. Ou tu es plus course, et donc là, tu dois gagner des courses et tu dois taper dans les participants, etc. D'accord. Un truc que je trouve super intéressant dans ce genre de jeu et qui marque souvent l'évolution de ce genre de Il n'y jeu, a pas c'est la de destruction. pay-in, pay-off. Hein. Ouais, non, je me doute. non, c'est Il y a des boss, il y a la- les néons. c'est ça. La destructibilité du décor et de la bagnole Alors, aussi. Parce que moi j'adorais le premier jeu où tu prenais le mur, Il y a t'avais un rien. peu de tuning. Donc, mais c'est du tuning très léger, très soft. Je suis un peu déçu là-dessus. Moi, je m'attendais vraiment à comme du Underground 1 où on pouvait Ah ouais, j'ai vraiment joué à celui-là, remplacer c'était terrible. les jantes, le capot avant, le capot arrière, les bas de pièces, machin, tout le bordel. Là, les customisations, c'est juste la peinture, rajouter des décalcos, Oh. changer les couleurs des Ah, jantes. c'est des petites bites Bon, en voilà. fait. C'est un peu banal comme personnalisation, je vais dire. Mais c'est sympa. Tu peux personnaliser ta plaque. J'ai voulu mettre en plaque Geeks League, mais c'était trop long, donc j'ai mis Meo Gifo. que tu peux pas trop customiser ta voiture quand tu es réduit à customiser ta plaque. C'est que- Oui, voilà, c'est ça. Et la peinture. et la peinture. Ouais. Tu peux aussi choisir la couleur du sapin magique. C'est tout. Et donc, c'était quoi la question? De quoi? Ouais, donc il n'y a pas de Expliquer, néon, en fait, etc. c'était un peu Et donc déçu par tu les- progresses en fait tu choisis les objectifs que tu veux. Donc perso, moi j'ai fait d'abord une fois poursuite, une fois course, une fois freeride. Et donc je suis niveau 3 pour le moment. Et voilà. Et en fait, je m'en fous un peu des courses. Je passe énormément de temps à vraiment m'amuser dans la ville. Sur la destructibilité du décor, donc presque tout est destructible. C'est ça la question. C'était ça la question. Ouais, c'était ça la question, voilà, j'y reviens. Par exemple, les arbres ne le sont pas. Ça, je l'ai appris à mes dépens, genre je suis à fond, et puis t'as l'arrière de la voiture qui chope un arbre, t'es là, ah merde, j'ai un crash. Ceci ok. dit, dans la vie, c'est souvent le cas. Hein. Donc, quand Oui, tu c'est vois ça. un arbre, généralement, ne te dis pas, tiens, je parie que je vais le casser et passer au-dessus. C'est une mauvaise idée. Généralement, il est plus gros que toi. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est un peu ça, c'est l'idée du monde réel, genre les trucs qui sont imposants ne sont pas destructibles, le reste, tu peux foncer dedans, tu peux foncer à travers et découvrir des passages. Le poteau en secrets, béton du pont, etc. c'est pas une bonne idée. Est-ce que tu peux électrifier J'adore ta la remarque voiture, de Prout mettre Prout. des faux ou... C'était quoi ce jeu? Ah, c'était Carmageddon. Carmageddon. Oui, Carmageddon. Tu pouvais prendre le transpalette, là. Moi, je prenais toujours ça. Et au Mais non, premier non, tournant, je me tu prenais mettais deux un trucs, cheat hein. code pour avoir un boulet
avec des points au cul de ta bagnole. Fais pas là, il fallait pas un cheat code aussi. Enfin, tu pouvais faire ça légalement Allez, et ramasser une petite box qui te permettait d'avoir cette option-là. Ah, Ouais, mais bon, c'était plus rapide avec un cheat code. Ouais, moi je prenais le transpalette et j'empalais les gens. Le jeu t'as pris. Et en destructibilité de la voiture, donc elle est vraiment géniale parce que tu perds vraiment des morceaux. Donc t'as un état de la voiture qui se désagrège au fur et à mesure, et donc tu perds ton pare-choc avant, ton pare-choc arrière, t'as ton coffre qui s'ouvre, t'es là, non, ferme-toi, je vois plus grand-chose. Comme dans donc, Chuck, j'ai perdu une aile. Merde, j'ai perdu l'autre. Ouais, c'est Je ça. m'oppose. Donc et ce n'est pas genre tu perds d'abord ton pare-choc avant, puis ton pare-choc arrière, c'est vraiment en fonction des dégâts que tu prends. Genre tu peux vraiment avoir ton côté droit qui est complètement explosé. Si on t'a bourré dedans uniquement du côté droit, mais ton côté gauche est nickel. Mais c'est ce que- du coup, tu dragues à gauche. Tu fais, hey, salut. Non, monte pas par là. Tu vas pas se dessus. La demi-Porsche. C'est ça. C'est ça, la demi-Porsche coupée en deux, quoi. Donc voilà. Et alors, là, en fait, je prends un malin plaisir à. Donc, je vous avais dit qu'on pouvait partir en face à face et tout. En fait, je me mets à côté des mecs. Je suis du côté des pilotes, hein. Donc, je me mets à côté d'autres pilotes. Ils font, ouais, on fait un duel et tout. Je fais, non, je m'en fous, je refuse. Donc, il part. Et moi, mon but, c'est d'exploser sa voiture. T'es en gros délinquant en fait. Ouais. Donc en fait, t'as ta voiture qui a une barre de vie en ville. et qui diminue quand tu prends des coups. Et moi, je m'amène, je suis sur le côté, je fais bam, bam, au turbo à fond. Le gros salupard, quoi. Ah ouais. Le Et donc, problème dans la les gens qui technique, c'est que t'as oublié que t'étais essayent niveau de 3. freiner. J'ai une ville où il y a heureux. 120 mecs comme ça. Ah, la grosse rouge, j'ai Sans défoncé ma un néo voiture. qui fonce dans tout le Ça, monde. ça s'appelle l'Italie. Ils se bourrent tous dedans quand ils se garent. T'as déjà vu un Italien qui se gare? Putain, j'ai vu ça à Rome, c'est fantastique. Il bourre le pare-choc avant, il bourre le pare-choc arrière. C'est bon, je suis placé. C'est bon, je suis garé. Voilà, à Paris, c'est un peu lui quand il joue en fait. Mais Donc oui, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, moi je m'éclate et je m'imagine les gens derrière leur PC qui sont en train de rager. En disant, mais enfin, hein, qu'est-ce qu'il arrête? Mais je sais pas, mec, si tu veux que j'arrête, change de route. Ne reste pas sur la même. Change de jeu. Change de jeu. Donc en fait, dans 3 jours, il y aura plus personne sur le jeu, ça sera ma faute, hein, je suis désolé. T'auras ta route réservée et tu vois, t'as les joueurs, ils font non, passe pas là, c'est la route de Méo. C'est la route de Méo. Non, je suis partout, moi. Donc, Est-ce qu'on peut conduire des poids lourds dans ce jeu? non, ben là j'ai débloqué que 4 voitures, donc il y ça a va peut-être une arriver. Porsche, une Dodge, une Aston Martin et une BMW. Ah ouais. Dans Carmageddon, je crois qu'il y avait une... Enfin, c'est un vieux jeu. Il y avait un truc. Je crois qu'il y avait un truck, ouais. C'était Ouais, il y avait un truc, ouais. ouais. C'était quand même terrible, ça. Encore une question Oui. qui me démange. C'est là, t'avais dit, en fait, t'as le jeu depuis pas longtemps, t'es que level Depuis 3. hier. C'est encore seulement en version d'essai, en démo ou... Non, c'est la version finale, C'est boîte ça, et abouti, tout. Ok, d'accord, j'avais pas suivi. Pour une fois, Donc, je ne fais pas un article sur une démo. D'accord, ouais, non, mais c'est vrai que t'es souvent en avance là-dessus. Et, voilà. Donc, ok, donc le jeu est bien sorti. et- Alors, comme disait, J'aime bien la réflexion comme de disait- Prout. ouais, voilà. Ouais. Vas-y. Un Need for Speed sans néon, c'est un peu comme un FIFA sans ballon de foot. Eh bien, j'approuve totalement. C'est vrai que ça fout. Non, il disait aussi que des mecs vont venir se venger sur WoW, ils vont venir te défoncer. C'est toi qui as défoncé ma caisse sur Need for Speed. Alors pour tous les Eh gens ben, qui je sont- vais te gang sur WoW. pour tous les gens qui se sont fait défoncer par un mec qui a refusé votre course, on peut révéler l'identité de Méo. Voilà. Bah, Voilà. Méo, Il s'appelle voilà. Méo. Ah, c'est fait. Pour cela, c'est très simple. Achetez un pull sur la boutique Geeks League et en promotion, Et vous Voilà. serez vengés. voilà, c'est le premier palier. Le deuxième palier, on vous donne son adresse. Voilà. Mais Si vous achetez 5 pulls, vous avez mon adresse. Non, juste mon ID. Si vous achetez 100 pulls, il y aura peut-être mon adresse. Son numéro de GSM. Alors spécifions bien que ce genre de pratique ne se fait que dans Need for Speed. Il est évident qu'avec votre Passat et votre VW, Cela ne marche vous pas. ne faites pas ce genre de choses, s'il vous plaît. Merci pour le code. de C'est la route. Grumpy qui rappelle ça. Oui, tout à fait. C'est un Il y a jeu. du et légal donc, et du illégal. tout ce qui est fait dans un jeu doit rester dans le jeu et ne pas être reproduit sur la voie publique. Tout ça. Bon alors, Méo. Excellent. Alors, question prix, sur PS3, il est à 65 €, sur PC, en physique, il est à 45 €, et en dématérialisé, je l'ai vu à 30-35 €. D'accord. Donc, pour finir, c'est un très bon jeu, on s'éclate. Moi, j'avais plus fait de Need for Speed depuis Most Wanted, premier du nom,
Donc j'avais fait les vieux, puis Underground 1, Underground 2, Most Wanted. Et là, je retrouve vraiment le plaisir d'un Need for Speed où on prend la voiture Et on sans trace la route. problème Donc, et le gameplay voilà, est vraiment on agréable. fonce, on avance et on s'éclate. C'est que du bonheur en barre. Un jour, je vous parlerai d'un jeu qu'un pote m'a expliqué. C'est, je crois, un simulateur de camionneur. Où, en gros, t'es sur les Oui, routes. c'est genre Eurotruck Et en 2012. plus, il connaît. Et en gros, t'es sur les grandes routes. Et tu Et je fais crois que t'as pas grand chose à faire. Bah, tu règles la radio. T'appuies sur l'accélérateur, tu règles la radio, tu joues avec ta Tu mets le CB, cruise je sais pas control et trop. puis voilà. Mais il y a un spécial jeu grenier sur les jeux de simulation, il est juste Oui. exceptionnel. Hein. Ah, il faut Mais que je j'avoue à pense ça. que un jour, je le louerai, ce jeu, et je ferai un stream spécial sur Geeks League. Ah oui. Ah ouais. Tu feras genre. Paris-Marseille. Non, ouais, ou- excellent. Voilà, ouais, c'est ou- une bonne idée. Ou tu feras Arlon, je sais pas, moi, Arlon-Namur, t'iras chercher Grumpy chez lui, un truc comme ça. Ou tu rentres jusqu'à Mais chez ça toi va, pour donner Arlon l'adresse Namur, aux j'ai gens. trop l'habitude de le faire, c'est bon. Allez, maintenant on va passer à la suite parce que ce podcast n'est pas encore fini et on a déjà bien retardé. On va maintenant passer au coup de cœur, coup de gueule de... Qui n'a pas encore fait son coup de cœur? Toi. Calvin de gueule. Coup de cœur. Alors, moi, mon coup de cœur, cette fois-ci, je l'ai. Donc, mon coup de cœur, c'est Guerre et Histoire. En fait, une revue de En science. parlant de délation. Alors, je vais rapprocher la webcam. Alors, donc, mon coup de cœur, en fait, c'est Guerre et Histoire. C'est un pote qui m'a fait découvrir ça. C'est une revue, c'est un bimestriel. Et voilà, le thème, comme le nom l'indique si bien, c'est Guerre et Histoire. Et c'est vraiment truffé d'articles vraiment bien foutus, toujours avec une interview d'un gars, ici c'est un médecin lieutenant qui était chirurgien à Dien Bien Phu. Ici c'est un pilote d'avion en as de l'aviation. Voilà, bon, au-delà des anecdotes que ça peut transcrire, il y a vraiment des dossiers qui sont très très bien foutus avec des historiens de grand renom et des très bons scientifiques. Et bon, bah, pour tous ceux qui sont un peu ouais, c'est la guerre, etc. Là, je veux pas dire, c'est pas l'intérêt, mais l'avantage, je veux dire, de la guerre, malheureusement, c'est que ça a traversé tous les âges. Bon, ça c'est une vérité En effet. triste, mais c'est une vérité. Et ça permet, en fait, c'est un certain point de vue de l'histoire. C'est-à-dire que ça permet de voir beaucoup de choses, de mentalités, de faits, d'actions, de batailles. Alors je ne sais pas, ils se prennent en fou rire, je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, ils sont en train de regarder une couverture dans des magazines. Sur ta couverture, c'est écrit, on voit 2 soldats, et c'est écrit, les Italiens font-ils de bons soldats? Ouais. Juste avant, critique les Italiens qui se garent. Ouais, j'imagine l'Italien avec son char qui veut se garer. Un coup avant, un coup arrière, Effectivement, hop, là c'est bon. c'est un article. Celui-là je l'ai pas encore lu. Ça à l'image, ça m'a fait rire. Mais il y a des super dossiers. Ici Stalingrad, nouvelle vision d'une bataille mythique. Et ça casse aussi beaucoup de préjugés sur tout ce qui est guerre 40-45 par exemple. C'est l'avantage de ce genre d'articles et de revues, c'est que ça casse un peu tous les mythes. Genre Oui, qui m'a les beaucoup Italiens enseigné. étaient des bons. Non, mais par exemple la guerre du Vietnam, il y a beaucoup de clichés à cause des films américains. Mais il y a beaucoup de choses. Elles sont vraies, mais c'est vraiment très très partiel. Et ça permet un peu de remettre entre guillemets l'église au milieu du village et de remettre aussi en lumière certains faits et y a certains de grands l'anecdote, mouvements ça aussi, sociopolitiques. Pardon ? Puis il y a des anecdotes aussi. Oui, il y a ça des- permet d'avoir un regard différent. Voilà, c'est ça. Il y a des anecdotes. Il y a ici un truc par exemple, c'est la présentation de. Voilà, c'est un point de vue qu'on a très rarement à cause du cinéma américain. C'est le point de vue du Viet Cong finalement. Le Viet Cong, comment est-ce qu'il vivait de la guerre au Vietnam ? Ici on a un plan de la vie souterraine des Viet Cong au Vietnam, avec l'organisation extraordinaire qu'ils avaient, 200 km de galeries abritant 16 000 combattants. Enfin voilà, c'est le genre de choses qu'on apprend qui nous en dévoilent un peu plus sur les combats et les coulisses des combats. Et qui fait peur. D'accord, non, je suis sûr que moi ça me plairait. Je rigole là, mais je suis sûr que c'est un truc qui me plairait de lire. Et alors il y a aussi une page Facebook de la revue où il y a des compléments, on peut poser des questions, il y a des petites interviews d'historiens, c'est vraiment vraiment bien foutu. Je le recommande à tous ceux qui aiment la guerre. C'est un grand mot, personne n'aime la guerre. Soyons Moi j'aime la clairs. guerre, mais que en Je jeu vidéo. recommande à tous ceux qui se demandent si les Italiens font des bons soldats. N'hésitez pas, foncez. Mais Voilà. c'est pour des gens qui s'y connaissent déjà ou Non, pas forcément. C'est aussi une des qualités du magazine.
c'est qu'il le remet très bien en contexte en fait à chaque fois. Par exemple, il y a à chaque fois un petit lexique sur tout ce qui est vocabulaire ou personnage historique un peu compliqué. Je vais montrer un truc à l'image. Par exemple, ici, on a une petite biographie un peu brève d'un personnage historique. Ça remet vraiment en contexte et ça pose des questions. Alors, j'aime aussi, c'est aussi la structure du magazine. Voilà, il est abondamment illustré avec des cartes tactiques, par exemple ici qui retrace la prise de la ville de Tyr par Alexandre le Grand. C'est les mêmes qui font la revue Historia, c'est Science et Vie, ils ont plein de ouais, c'est pour ça, Science et Vie, c'est vraiment la référence. Et je suis sûr que même à la fin, ils te parlent un petit peu de la guerre entre guillemets au cinéma, reportage, t'as des sites internet aussi qui sont proposés. C'est ça, tout à fait. Il y a même aussi une partie sur les jeux vidéo. L'évolution de l'histoire avec les nouveautés qui ont changé, des nouveaux éléments qui font que les donnes ont changé au niveau de l'histoire. Puis t'as des gros dossiers. Regardez. Puis après t'as des nouveautés, des lexiques, des quiz. Enfin, c'est vraiment chouette. Pour les geeks que nous sommes, il y a par exemple une rubrique sur les jeux de guerre. Donc sur Stalingrad, le jeu Stalingrad sur ordinateur, etc. Avec des commentaires et la qualité du jeu par rapport au point de vue historique. Voilà, on fait toujours des rubriques, je veux dire geek sur le côté jouable du jeu, etc. Là, c'est plutôt sur la qualité historique du jeu, quoi. Et il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux qui sont très très proches de qui sont sur la réalité. Par exemple, Ruse. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de stratégie, qui est un jeu de stratégie sur PS3 notamment. Sur la guerre 40-45, tout le matériel qui est présenté est du vrai matériel et les techniques, la puissance, etc. sont vraiment très très bien calibrés. Donc, il y a des historiens qui sont utilisés pour ce genre. Rome Total War. Rome Total War. Voilà. Rome la Ruzza, la ruse. Ruse. Et là, les Italiens étaient bons soldats. Et ça, voilà. Tu vois, comme quoi, à mon avis, je n'ai pas lu ce dossier, mais à mon avis, la réponse est oui, évidemment. Et si on n'aime pas l'histoire, est-ce que ça peut nous faire aimer l'histoire ? Je pense parce que il y a le côté guerrier de la chose, mais il y a aussi quelque chose qui est toujours très plaisant dans l'histoire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire, il y a un côté sympa, c'est les anecdotes. Les anecdotes, je veux dire, l'histoire c'est la vie. Tout à fait. Non, le gras c'est la vie. Le gras c'est la vie. Le jeu vidéo. Mais allez, voilà, oui, je pense que ça peut vraiment faire aimer l'histoire par toute une série d'anecdotes, de courts articles qui font une page et qui se font en focus particulier sur un point. Mais je pense que tu as des pourcentages dans ce bouquin. J'ai trouvé je suis historien de formation, je suis passionné de la guerre 40-45, forcément j'ai trouvé mon petit amour. D'accord. Ok, Merci. tu as rappelé le titre ? Ça s'appelle Guerre et histoire de Science et Vie. Nickel. Voilà. Si vous ne l'avez pas dans les librairies, vous demandez à votre libraire, il vous le trouvera. Voilà. Et il en vend chez lui. Chez lui. Vous envoyez 10 €. C'est ça, j'ai des actions. On va passer à la suite de ce podcast. Et c'est une nouvelle rubrique. Et c'est la rubrique plaid et couverture. Alors c'est le moment de sortir. Mon Dieu. Sortez votre petit plaid. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai la caméra sur moi alors que je n'ai pas vraiment. Voilà, sortez votre petit plaid, votre petite couverture, c'est le moment. Allez, jingle. Ce soir, dans plaid et couverture, nous allons parler de Durotan. Ouais. Connaissez-vous l'histoire de Durotan ? Non. Remets un peu dans le contexte. Avant de commencer cette histoire, j'ai envie de lancer cette phrase un petit peu dans le vent, destinée. Nous étions tous les deux destinés. Chacun est-il maître de son destin ou sommes-nous les jouets de la fatalité ? Comment le savoir ? Voici l'histoire de Durotan. Ça risque d'être assez long. Alors, je sais pas. Vous êtes peut-être endormis. Attention, si tu fais une erreur, je te reprends. Vous pouvez peut-être vous brosser les dents en même temps, parce que ça risque d'être assez long. Prenez votre petite couette, voilà, c'est parti. Durotan, donc Durotan était l'héritier de Garan, chef du clan Loup de Givre, dans les années précédant la grande première guerre. Pas celle que Laurent vient d'exprimer, mais une autre guerre, encore beaucoup plus lointaine. Durant le festival de Koch-Agar, en Agran, il rencontra un orc roche-noir nommé Ogrim, fils de Telkar, marteau du destin. Bordumhammer. Et les deux devinrent rapidement amis, malgré leurs appartenances différentes à des clans. Durotan fut aussi amené à la montagne sacrée d'Oshugun, à la demande des ancêtres, cherchant à savoir s'il pouvait un jour ou non devenir un chaman. Et un chef du clan, parce que pour être un chef du clan, il faut être un chaman, bien sûr. Bah oui. Hélas, il ne put voir les ancêtres,
même s'il savait quelque part qu'ils étaient autour de lui. Alors qu'ils se dirigeaient tous les deux vers la grande forêt de Terokar, Durocan et Ogrim furent attaqués par un ogre sauvage. Oh putain la merde! Ils auraient sûrement été tués sans l'arrivée fortuite d'un groupe de chasse Draenei, originaire de Telmor, mené par le soldat Resaltan. Voilà. Prévenant leur clan, Resaltan amena les deux orques à Telmor et les informa que les chefs des Draenei, le prophète Velen, étaient en ville et qu'il les avait invités à dîner. Bonne santé, longue vie. Ils discutèrent de leur histoire, de leurs peuples respectifs, parce qu'il faut savoir que les Draenei et les orques sont pas vraiment des peuples, ce sont des peuples différents. Les Draenei sont bleus, les orques sont verts, et ils ont vraiment tout différent. Ils sont diamétralement opposés. Ils discutèrent de leur histoire, de leur peuple. Durotan annonça même que lui et Ogrim en avaient plus appris au sujet des Draenei que récemment, que tout ce qu'ils avaient appris depuis qu'ils étaient nés, dans ce simple repas. Une fois de retour dans le clan des orques, Durotan rencontra une jeune orque loup de givre nommée Draka. Il essaya de la draguer, ça n'a pas marché, Salut poupée. mais il fut plusieurs fois repoussé. Enfin voilà. Dégage. Fin du premier chapitre. Chapitre 2. Le chef des loups de givre. Attends, on remet une bûche dans le feu. On remet une petite bûche. J'imagine la tête de la femelle orque, j'y arrive pas. Quelques années plus tard, c'est une belle Elle est orque. bonne. Quelques années plus tard, le père de Durotan, Garad, fut tué lors d'une bataille contre un groupe d'ogres et un grone. Un grone, c'est encore plus gros qu'un ogre. C'est un drone mais au sol. Durotan devint le chef du clan de par son héritage. Peu après, Ner'zhul, le leader spirituel de tous les orques et chef du clan d'Ombre Lune, appela les chefs de clan et chamans à Oshogun. Venez à moi, je suis le chef de tous les orques, vous êtes le chef d'un clan, venez, on va parler. Ner'zhul, leur apprit ce que les ancêtres lui avaient révélé selon lui. Les Draenei étaient leur ennemi des orques. Ceci était une partie du plan... Entre nous. C'était une partie du plan élaboré par le seigneur Eredar, Mais lequel? Kil'jaeden, Ouais. l'un des lieutenants du titan noir Sargeras. Le chef en fait, Sargeras. De la Légion Ardente. Kil'jaeden était à la tête de la Légion Ardente. Tu spoil Non. mon histoire. Mais non, Kil'jaeden, il est pas à la tête de la Légion Ardente. Mais ah ben non, c'est Sargeras, non. c'est Sargeras qui est la Légion. Oui, mais à ce moment-là, on ne sait pas. Bon, C'est un fidèle lieutenant. oui, voilà, un fidèle lieutenant à la tête de la Légion Ardente. Et donc, Durotan fut envoyé par Ner'zhul pour rencontrer le prophète Velen, lui-même près d'Oshogun, où le prophète lui révéla que ce qui guida les esprits des ancêtres présents ici était un Naharu agonisant nommé Cool, et qui avait aidé les Draenei à s'échapper d'Argus 25 000 ans plus tôt. Ce fait Carrément. fut accueilli par la suspicion et l'hostilité de la part de tous les autres orques. Tu te fous de Hostilité, ma pas gueule. hostilité. Hostilité. Notamment par Drektar, le chaman du clan loup de givre, qui traita Velen de blasphémateur, malgré ses ordres d'amener Velen et ses survivants auprès de Ner'zhul. Durotan décida de les relâcher, estimant qu'il n'avait pas d'honneur à capturer un prisonnier volontaire. La classe. Ouais. Capturer un prisonnier volontaire. Bah oui, c'est il- tout un concept. Voilà, il est venu près lui, ils l'ont capturé, donc il l'a relâché. En gros, t'as Velen qui fait je viens en paix, et t'as les Voilà. autres qui font rien à foutre, on te met en prison. Voilà, c'est ça, et du coup il en lâche. Lors d'une bataille où ils furent défaits par les forces Restalaran, le chaman loup de givre réalisa qu'ils avaient été coupés des esprits. Durotan et Draka, les deux potes du début, prirent ceci comme un signe que quelque chose de terriblement injuste se passait. Même si Ner'zhul leur avait annoncé que les ancêtres lui avaient déclaré qu'il s'agissait d'une guerre juste, ce fut à cette époque que les orques sous la direction de l'ambitieux Gul'dan, apprenti de Ner'zhul, commencèrent à prendre le chemin de la magie démoniaque. Le conseil des ombres. Oui, Les orques, est-ce qu'ils sont comme dans Warhammer ou est-ce qu'ils sont intelligents? ils sont intelligents, non, ils sont beaucoup plus Ils sont intelligents. intelligents. Ils sont pas brutaux, C'est pas ils- Ça dépend lesquels, hein. ça dépend lesquels.
Il y en a qui sont juste j'ai une hache en main, je tape, je m'en fous. Voilà. Mais on faut plutôt voir un orc comme un être chamanique, tu vois, proche de la nature, et à la base, c'est ça. Après, À la base, c'est ça. À la base, les orques sont des chasseurs. Voilà, des chasseurs et des chamans. Voilà. Ouais, j'ai bien Voilà. Ouais. On est loin de la vue de Tolkien du l'orc. Pourquoi? Ah, oui, non, ça, c'est totalement différent. c'est Hein, totalement différent. Mais laissez-moi raconter l'histoire, on va comprendre ce qui va advenir du peuple des orques. Sous la direction de l'ambitieux Gul'dan, l'apprenti de Ner'zhul, comme je disais tout à l'heure, ils commencèrent à prendre le chemin de la magie démoniaque. Durotan ne voyait pas de raison à s'opposer à la décision officielle, autorisa Drek'Tar et ses chamans à recevoir l'entraînement des démonistes. Lui, il voyait pas à ce moment-là que c'était de la magie noire. Ouais. Chapitre 3. Le chef de guerre et le siège de Telmor. Vous n'allez pas le faire, non? C'est bon? T'es mort? Tell me more, tell me more. Ah non, non. Allez, c'est On bon. comptait pas le faire, celui-là. Et en fait, les enfants sont déjà endormis au coin du feu. Grâce aux manipulations de Gul'dan, rendu plus fort par Kil'jaeden, le chef de la Légion Ardente, je vous rappelle, les clans furent unis dans une première horde. Ce qui est quand même une chose incroyable, parce que les orques, c'était une unification de tous les orques. Et de nombreux En chefs fait, de clans... à la base, aucun clan ne s'aime. Et tous se tapent sur la gueule, sauf lors du grand rassemblement. Voilà. Et de nombreux chefs de clans, y compris Durotan, concouraient pour le poste de chef de guerre, pour être devenu le big boss. Cependant, le favori évident, et donc celui qui reçut le titre, fut le Va-t-en-Guerre Main Noire, chef du clan Roche Noire. Personne ne savait évidemment que Main Noire était en fait la marionnette de Gul'dan. Avec les informations données par Orgrim, maintenant connu comme Marteau du Destin, son père étant mort presque au même moment que celui de Durotan, enfin c'est pour la petite histoire, Main Noire ordonna à Durotan de lancer un assaut sur la cité de Telmor, qui était proche des terres du clan du Loup de Givre, alors qu'il était sous la protection de Restaan. Lorsqu'ils étaient enfants, Durotan avait vu le capitaine des gardes extirper un cristal vert d'un endroit caché dans la forêt. Oui. Je fais une pause. Pause boisson. Non, c'est le suspense. Orgrim avait annoncé à Main Noire que Durotan possédait une formidable mémoire, ce qui était le cas, et qu'il pourrait se rappeler de l'incantation pour dissiper l'illusion. Vita, L'illusion. Mokis, Barriere. Pourquoi l'illusion? Parce qu'en fait la cité était protégée d'un espèce de fil qui empêchait les autres peuples de le voir. Donc lui il pensait qu'il allait savoir se rappeler comment dissiper cette illusion. Durotan accepta à contre-cœur, et ainsi la horde saccagea Telmor, qui était protégé par l'illusion, et tua tout Enraine qu'il pouvait y trouver, y compris Restaan, qui périt de la main de Durotan lui-même. Chapitre 4. Le pacte démoniaque. Bien, c'est exactement ce qu'on vous a... C'est la suite du pay in, pay off. Tu vois, ça ressort comme Ah oui, ça. pay in, pay off. Ouais, en j'ai fait, compris. ce que c'est que le pay in, pay off. C'est ça, là c'était le payoff, tu vois. Peu de temps avant que l'attaque sur la capitale drainée de Chartra, Gul'dan appela les clans à la montagne qu'il nommait le trône de Kil'jaeden. Qu'il nommait le trône de Kil'jaeden, dans ce qui s'appelle maintenant la péninsule des Flammes Infernales, pour partager le cadeau de Kil'jaeden, le sang de Manroth. Manroth étant un gros démon pas très gentil. Durotan, ayant été prévenu par Ner'zhul, maintenant un subalterne, j'arrive pas à le dire. Subalterne, merci, de son ancien disciple, refusa de se rendre à la convocation, tout comme son ami Orgrim, provoquant la suspicion de Gul'dan. Ils ne viennent pas à ma petite réunion où je vais partager du sang de démon, c'est bizarre. Après la chute de Chatra, la disparition de Kil'jaeden, la horde fut livrée à elle-même. Avec aucun ennemi à affronter, ce fut cette époque que Gul'dan fut visité par des songes par le sorcier humain Medivh, qui était possédé, lui, par le Titan Noir. On verra cela plus tard. Medivh ordonna à Gul'dan de construire une porte, et qu'ensemble ils ouvriraient un grand portail entre Draenor et le monde de Medivh. Durotan continua de s'élever et de protester contre la direction de la Horde. Lorsque la Horde arriva en Azeroth, Gul'dan exila Durotan et tout son clan.
Donc les loups de givre ne vont pas franchir. Enfin, ils vont être exclus. Banni, en fait. Parce que c'est à ce moment-là que les orques vont entrer dans le monde des humains. Parce qu'ils étaient chassés, Parce que c'est là, ça a Ils été étaient dans un banni autre des- monde complètement parallèle. Voilà, on Ils va étaient dire. dans Draenor. Voilà, ils étaient dans Draenor. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont rentrer dans le En monde des Azeroth. humains. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre La première guerre. à la première guerre, donc Warcraft 3. Non, 1. Warcraft 1, pardon. C'est plus logique. Exil est mort, chapitre numéro 5. C'est trop long ou ça va? Non, non, vas-y. Non, Bien. je- Juste diminuer mal peut-être avec un le peu la nom musique. prof à C'est ce que assimiler. j'ai fait. Voilà, on coupera ça au montage. Chapitre 5, Exil est mort. Acceptant apparemment sa condamnation, Zurotan et les loups de givre s'installèrent loin de la Horde, dans la vallée cachée d'Alterac. Loin au nord du royaume d'Azeroth. C'est ici qu'ils traversèrent la première guerre sans y prendre part. Moi, je reste le bras croisé, je m'en fous. Une fois là-bas, Drektar avait renié la voie des démonistes et fut capable d'obtenir de nouveau les faveurs des esprits. Redécouvrant le chamanisme, son aide fut inestimable pour survivre dans les terres désolées que les loups de givre considéraient maintenant comme leur foyer. En plus, pour s'assurer que le campement ne serait pas inondé pendant la fonte des neiges, ils domestiquèrent également les grands loups blancs de la vallée où ils s'étaient établis. Ce fut la fin de la première guerre que Draka et la compagne maintenant de Durotan et la plus fervente supportrice donna naissance au fils héritier de Durotan, l'orque qui sera plus tard connu sous le nom de Thrall. Et qui s'appelle en vrai Quoi? Qui s'appelle en vrai? Quoi? Goël. Son nom orc. Oui, bah ça. Complique pas comme Ouais, ça, mais il y a là, assez il- de noms propres. Il y a déjà 10 000 noms. Merci. Là, c'est trop lent, sinon J'ai c'est perdu le goéland. film là. Réalisant qu'ils avaient bien plus en jeu que l'héritage de son fils, Durotan décida d'agir contre le maléfique Gul'dan et voyagea jusqu'au campement du seul orc qui s'était levé avec lui, Ogrim, marteau du destin. Salut Ogrim, qu'est-ce qui se passe? Marteau du destin avait à ce moment-là déjà assassiné la main noire et était devenu le chef de guerre de la Horde. Il accueillit alors Durotan et Draka, sa compagne, dans son camp. Donc il a pris la place du chef. Durotan expliqua ce qu'il savait au sujet de Gul'dan, du Conseil des Ombres, le pacte démoniaque. Marteau du Destin promit qu'il se dresserait avec Durotan quand celui-ci accusera Gul'dan, mais que, pour le bien de ses guerriers et de Durotan lui-même, il devait les envoyer ailleurs, à un endroit qu'il pensait sûr. Il fut découvert ultérieurement que plusieurs guerriers de Marteau du Destin étaient en fait des espions de Gul'dan et que quelques-uns d'entre eux avaient accompagné Durotan et Draka à leur refuge. Et du coup, Le garde déloyal avait appelé des assassins pour tuer le chef des loups de givre et sa compagne. Même s'il réussit à tuer au moins l'un d'entre eux, Durotan était trop blessé pour pouvoir continuer. Ses bras lacérés, l'empêchant de serrer contre lui son enfant une dernière fois. Et alors que la vie s'écoulait lentement hors de lui, Durotan expira, pensant qu'au moins il ne verrait pas son fils déchiqueté par les créatures sauvages. Et fini de jouer à cache-cache. L'héritage Dans de une tout armoire. cela, Durotan a été enterré dans la vallée d'Alterac sous un monument connu sous le nom de Rocher de Durotan. On peut encore y voir l'inscription « Ici repose Durotan, premier chef du clan Loup de Givre et père de notre honoré chef de guerre Thrall. Il était le représentant le plus valeureux de notre peuple, trahi par ceux qui allaient nous conduire à l'esclavage. Durotan donna sa vie pour que nous puissions gagner notre liberté. Nous l'honorons ainsi que l'héritage qu'il nous a transmis, Drektar, prophète des Loups de Givre. » Voilà, donc pour la petite histoire, Thrall a survécu. Il va venir et il fut trouvé par bonjour. il a été trouvé par un officier humain qui s'appelle Aedlas Landenoir, qu'il éleva comme un esclave connard. et un gladiateur. Finalement, Thrall arriva à s'échapper et il a pris le chamanisme et auprès de Drektar et ainsi de suite. Mais bon, tout ça est peut-être une autre histoire. Une autre histoire, hein, parce qu'on a plus de bûche. vous le saurez peut-être en écoutant le prochain épisode de Play Découverture. Voilà. J'espère que c'était pas trop long. On pourra faire peut-être plus court. Voilà, c'était un test pour un C'était, premier. On pourra peut-être raccourcir les histoires, les recouper. Moi, j'ai adoré.
Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Pour celui qui connaît WoW, il fait sûrement plein de parallèles dans sa tête et tout est très clair parce qu'il a vécu la situation en temps de jeu. Ça va lui rappeler de bien agréables souvenirs et c'est juste parfait. Pour quelqu'un qui connaît pas WoW, on se perd un peu vite fait dans les noms de J'ai famille. rien compris, quoi. J'ai l'impression je d'avoir sais vu le tirage, le conte des gens inachevés de Tolkien sans l'arbre généalogique, quoi. J'ai rien compris. Voilà. Et justement, ouais, limite, Et si avec tu la fais fumette. la vidéo après, essaie de glisser un petit arbre généalogique avec quand Ah tu oui. cites les noms, tu vois, Ouais. pour que les gens qui vont écouter après. Ouais, ce serait peut-être pas mal de faire un puissent document faire avec les liens arbres et Mais il faut savoir que c'est bien fait. que ouais. Play Découverture ne va pas se fixer que sur l'univers de WoW. Hein. Ah oui, oui, bien Clairement, sûr. il est riche et il y a beaucoup à dire, mais on va partir bien sûr dans plusieurs Oui, ça va personnages présenter d'autres jeux vidéo. l'optique de Mass la Effect. rubrique, en fait. C'est vrai que j'ai pas expliqué le but de cette rubrique, mais en fait le but c'est de découvrir les histoires d'un personnage ou des personnages, ou d'un univers, d'un jeu vidéo. Donc là on a commencé avec WoW parce que c'est quand même quelque chose de riche et voilà, comme ça j'étais sûr d'avoir de la matière à travailler, on va dire. Mais on peut imaginer que plus tard, enfin non, le prochain ça va pas être dans l'univers de WoW peut-être et on partira sur autre chose. C'est vrai que c'est quand même c'est assez vaste, hein, l'univers des jeux vidéo. En fait, c'est Ouais, Play surtout que maintenant, Découverture les numérique. équipes de scénaristes sur les jeux vidéo Voilà. sont- les équipes de scénaristes sur les jeux vidéo sont quasi autant que sur les. Ok, bon, je m'arrangerai pour être plus court. C'est vrai que là c'était du Rotan, c'était assez long et j'ai essayé Non, de bah, voir. franchement, c'était bien. Ah, le truc c'est que WoW c'est un il y avait juste, univers en fait, très très quand tu particulier. donnes les noms donc, propres. Allez, tu me le dis une fois, je retiens. Puis après, il y a un autre nom propre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Et c'est un peu Ah, mais si on finit l'univers de par WoW est dynastique, t'avais pas extrêmement riche et compris. super grand, donc. Et quand t'as voulu dire c'est ça, la subalterne et que tu trouvais pas le difficulté pour mot, ceux j'avais qui pas compris connaissent c'est pas. subalterne, je crois que t'allais me dire c'est sous bouldour. Moi aussi. Subalterne, je connaissais le mot, mais sur le moment, je croyais quand même sortir un nom. Moi je crois que c'était une connaissais pas. Moi je crois que c'était une devinette, tu vois. Sub. Ça doit être alterne, mais je suis pas sûr. Ah bon, voilà. Je suis pas sûr du mot. Allez, on va maintenant clôturer ce podcast. On va faire le mot de la fin pour Méo. La vie est un jeu, le jeu c'est la vie, jouer. Merci. On a Grumpy, ton mot de la fin. Bah, à bientôt. Laurent, ton mot de la fin. Oui, les pay-in pay-off c'est sympa, surtout quand on n'a pas le pay-in et le pay-off. Ah mais là c'est le podcast de la misère. Hein, C'est le podcast de la misère. Mais ce qui est bien, c'est que pour ceux qui vont réécouter l'enregistrement, ils l'auront. Titi, ton Donc, mot de la fin. chargé. Beaucoup de problèmes techniques, c'est vrai, mais c'est quand même vraiment bien passé. Et je suis tout content de la nouvelle venue de cette nouvelle rubrique Play Découverture. Parce que Ah Wally, oui. il est radin en chauffage. Je plaisante, je serais pas sûr. Fallait que Non, je mais- le dise. Non mais c'est vrai, que Chouette, c'est vrai que pour la prochaine fois, je prendrai vraiment ma couverture, mon petit grog avec un peu de whisky, tu vois, chocolat chaud et de Ah, whisky. D'accord, ça va. Vous pouvez venir équiper pour On Play va passer. Découverture. En fait, je propose qu'on passe dans le canapé là-bas pour cette rubrique-là. D'accord, si tu veux, il y a pas de souci. On la tournera dans le jardin, on tourne un vrai feu de camp en hiver. Allez, Non, pas maintenant. on mettra un bras zéro. Allez, on va clôturer ce podcast ici en vous rappelant que Geeks League, c'est aussi un site www.geeksleague.be. Tous les jours ou presque un sujet intéressant ou presque. Ensuite, on a une boutique qui s'appelle qui s'appelle la boutique geek et dessus vous pouvez trouver des pulls, etc. Donc si vous achetez un pull, en plus vous aurez la classe, mais en plus ça vous permettra de payer le serveur et ce genre de choses. Et on vous Vous file aurez l'adresse de la Méo. Ah, et on vous file l'adresse de Méo. Si vous avez À pété 100 la tu gueule l'acheter, hein, c'est l'adresse. Hein. pour Speed. Donc, si t'as Allez. Porsche rayée, achète un pull Geeks League. On est sur Facebook, Ah on est merde, sur attends. Et tu auras l'adresse mail de Méo. ouais, on est sur Facebook, on est sur Méo, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Ah bon, vous êtes sur moi, quoi? Donc je vous dis tous, rendez-vous le 6 décembre où on aura comme invité les responsables du café numérique d'Arlon. Ah, cool. Et donc d'ici là, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.